Bonjour à tous, bienvenue sur Xamcast, le podcast qui parle de Neuchâtel Xamax, fait par des fans pour des fans. Voilà, alors on s'excuse déjà pour ceux qui ont l'habitude d'écouter le générique dans leur voiture ou dans le casque à fond, les manettes. On espère que ce petit générique alternatif vous aura pas explosé les oreilles. Si c'est le cas, on s'en excuse. On avait envie de changer un petit peu et de vous offrir cette fois un générique qui reflétait un peu l'ambiance maussade de notre dernier match. Du côté de enfin dernier, le dernier en date, hein, pas le dernier tout court, au stade de la Maladière contre Étoile Carouge. Voilà, ce soir, c'est l'épisode 34 et ce soir, vous n'allez pas savoir où donner de la tête et des oreilles, chers auditeurs, puisque j'ai pas moins de quatre personnes qui m'accompagnent ce soir pour cet épisode. Alors, il y a les fidèles, il y a les habitués, à commencer par toi, Osvaldo, salut. Salut, salut. Il y a aussi Michael dans les habitués. Salut. Après, il y a les moins habitués, mais quand même, il y a Varam ce soir avec nous. Salut Varam. Les gars, Et puis, on a du coup un nouvel animateur ce soir. Alors, vous le connaissez déjà. Si vous êtes dans les travées du Stade de la Maladière ou à l'extérieur, vous l'avez certainement vu lors des derniers matchs avec son micro et sa caméra pour les micro-trottoirs. Il fait son début ce soir, ses débuts ce soir en tant qu'animateur de Xamcast. On a le plaisir d'avoir Colin avec nous. Salut Colin. Salut Mirko, bonjour à tous. Euh, Content d'être sur le podcast pour la première fois. Alors, Colin, faut avouer, nous, on commence un petit peu à te connaître, mais les auditeurs ne te connaissent pas encore très bien. Donc, on va te présenter rapidement en quelques mots. Enfin, tu vas te présenter rapidement en quelques mots, avec surtout, voilà, savoir ce qui intéresse nos auditeurs. Évidemment, Colin, c'est bah, depuis combien de temps tu suis le club, comment t'es venu la passion de Xamax, et puis si tu peux aussi nous donner quelques noms de joueurs qui t'ont marqué dans notre club. Parfait. Alors, moi, je vais pas dire mon nom, mais c'est Colin. Du coup, je suis étudiant à l'Uni, donc juste à côté de la Maladière. Je la vois tous les jours. Je connais Xamax depuis petit. C'est quand même un club. J'ai un lien avec ce club parce que mon grand-père était un immense supporter de Xamax, donc il allait à tous les matchs et tout. Donc, c'est quand même resté dans les mémoires. Et puis, il m'en a pas souvent parlé, mais mon père et mon oncle m'ont relaté des souvenirs de grands matchs. Et donc, c'est le lien que j'ai avec le club. Je dois avouer que je ne suivais pas énormément le club avant 3 ans. Il y a 3 ans, avant, je suivais beaucoup sur Instagram les résultats ou des matchs très importants, mais sinon, je suivais pas, je suivais un peu de loin. Mais depuis 2-3 ans, là, je suis à fond, derrière. J'essaie d'aller au maximum de matchs où je peux. Maintenant, c'est quasiment tout le temps. Donc voilà, j'essaie vraiment de suivre le club le plus proche possible et puis d'avoir le plus d'informations parce que c'est vraiment un club qui m'intéresse et je trouve vraiment intéressant. Hem, Dans les joueurs notables qui m'ont marqué à Xamax, alors j'en ai pas énormément, mais il y a, comme tout le monde va dire, il y a Nuzzolo. Puis, sur les 2 dernières saisons, j'ai quand même beaucoup suivi, je sais pas moi, il y a des joueurs qui me sont restés en tête, c'est pas non plus des grands joueurs, mais Amri, je sais pas, je l'aimais bien et puis, sinon, Del Toro un peu, Del Toro, je dois avouer qu'il m'a aussi pas mal marqué. Puis, bah, dans les joueurs encore actuels, il y a peut-être Faktic que j'aimais bien, encore la saison passée, puis, cette saison, j'ai pas vraiment de choix, même si, il y avait Toiti, en début de saison. J'ai quand même son maillot floqué, donc voilà. Ok, super. Colin. Encore une petite information qui permet de situer les Ouais. choses pour nos auditeurs. Tu as quel âge, Colin? Moi, j'ai 23 ans. Voilà, tu fais partie, on va dire, plutôt des jeunes de l'équipe de Tout à fait. Xamcast. En tout cas, si on compare, par exemple, à Sam, à Varane et surtout à moi, évidemment, qui fait office d'ancêtre parmi l'équipe de Xamcast. Voilà, merci beaucoup Colin. Alors, au sommaire de cet épisode 34, on va débriefer le match qui a eu lieu contre Étoile Carouge à la Maladière. C'était ce vendredi 9 mai.
Et ensuite, on ouvrira une rubrique qu'on a tout simplement baptisée Mercatalk et on parlera de, voilà, tout simplement du mercato d'été, d'intersaison qui approche pour notre club et qui s'avère, enfin, qui sera certainement décisif pour la saison prochaine. Et on terminera, comme d'habitude, par le briefing de notre prochain match, avant-dernier match de la saison, qui nous emmènera pour notre dernier déplacement du côté du centre sportif de Colovray à Nyon pour y affronter le Stade Lyonnais. Voilà, messieurs, le programme aujourd'hui est assez copieux, donc on va rapidement se mettre à table. Alors, vendredi 9 mai, pardon, c'était la 34e journée de Challenge League. Enfin, la journée s'est étalée entre le 9, le 10 et le 11 mai. Mais pour nous, c'était le 9 mai. Et puis, on recevait Étoile Carouge à cette occasion, une de nos bêtes noires, on va dire, parce que cette année, on peut pas dire qu'on en a qu'une seule, malheureusement, de bêtes noires. Et voilà, on avait déjà concédé 3 défaites contre eux et puis voilà, on avait l'espoir quand même ici à Xamcast qu'on puisse, éviter, le perfect pour Étoile Carouge, à savoir 4 victoires en 4 matchs, comme on avait concédé ça contre Toul il y a 2 semaines. Et puis malheureusement, cela n'a pas été le cas. Le match s'est achevé sur un score, de 2 buts à 1 en faveur, d'Étoile Carouge. Alors, les réactions de nos auditeurs. Alors, on s'excuse déjà, il y a quelques réactions qui sont relativement virulentes, on va dire. Alors, Eliano, lui, il est assez fataliste, il a juste dit dommage. Ensuite, on a un certain David ECFC, on le connaît bien, nous ici à Xamcast, qui a dit la défense est incroyable. Alors, pour vous, chers auditeurs, c'est une boutade évidemment d'une de nos connaissances qui est un des plus grands supporters de l'Étoile Carouge. Notre animateur Sam qui met une impression de déjà vu avec un smiley qui souffle. Luigi qui nous dit niveau de jeu présenté et slogan des ultras affligeant l'un autant que l'autre. Fatigue 2000 NX qui nous dit fatigué, déprimé, écœuré, marre de ce club. Il rajoute Collet, il est l'heure de partir. Grégoire M, lui, nous dit rien ne change, Xamax finit en roue libre. Et puis, on a Lucas qui reprend le slogan chanté par les Ultras pendant une partie du match, à savoir casse-toi Collet, casse-toi Collet, casse-toi Collet. Voilà, il l'a mis 3 fois pour être sûr, pour être sûr que j'ai bien compris le message. On reviendra sur ce point-là aussi, messieurs. Donc voilà, défaites 2-1 contre Étoile Carouge. Le sentiment général est que voilà, cette défaite, elle est quand même relativement logique, ou alors par opposition, la victoire d'Étoile Carouge est assez logique, tant il a manqué de beaucoup de choses pour Xamax dans ce match. Il faut que je fasse attention de bien distribuer la parole ce soir, pas que tout le monde parle en même temps ou alors qu'il y ait personne qui parle. Donc voilà, honneur au premier, c'est à toi que je vais lancer la parole en premier ce soir, Colin, pour ton impression générale du match. Écoute, c'est un match un peu décevant, honnêtement. Après, on savait que Carouge était quand même une équipe assez forte, mais ils étaient dans une phase un peu de moins bien là sur les derniers matchs, notamment avec la défaite contre le Slow, donc on pouvait penser à quelque chose. Mais on s'est très vite rendu compte, dès le début du match, que ça allait être très compliqué. Carouge arrivait quand même mieux à défendre et puis à se créer des occasions, je trouvais. Et nous, on était toujours un peu en retard, on va dire, sur le pressing et tout ça, donc on perd sur 2 actions qui sont à peu près les mêmes, où la défense, se rate. Donc honnêtement, je suis déçu, mais c'est 18e défaite, quoi. C'est une de plus, une de moins, ça a à peu près pas grand-chose changé, on est à peu près assuré de rester en Challenge League, même si, Oui, c'est alors un peu on est dommage. carrément assuré de rester en Ouais, Challenge League, mais on a assuré, ouais. Pardon. voilà, Mais Varham, toi, tu étais chez toi pour regarder ce match. Même sentiment à la fin. On n'arrive même pas à être déçu, en fait. Non, mais j'ai pas les mots en fait, j'ai pas les mots parce que non, mais moi ce qui m'inquiète terriblement, c'est l'ambiance qu'il y a autour du club, c'est le fait que moi, comme je l'ai dit depuis longtemps, que cette deuxième partie de championnat, moi, j'attendais pas intrinsèquement des résultats, que je m'en foutais un petit peu, mais que c'était vraiment la manière pour préparer la saison prochaine. Et j'ai l'impression que l'objectif a été clair, enfin, a clairement en fait échoué.
J'ai l'impression qu'on finit un peu en roue libre cette saison. L'ambiance est pas du tout bonne autour du club. Donc voilà, donc j'ai l'impression qu'on est déjà en train de rater le début de notre saison prochaine. Donc grosse frustration. Et je trouve que l'air autour du stade de la Maladière est un peu pesant et voire même toxique. Donc je suis assez inquiet. Osvaldo, Michael, je vous ai entendu un peu réagir, mais Ah, vous avez trouvé les mots pour exprimer ce que vous ressentiez après ce match, enfin l'issue de ce match. ouais, c'est une très belle entrée en matière de Varane. Non, mais moi, je suis pas forcément d'accord quand on dit lorsque tu dis on arrive presque pas à être déçu. Moi, j'ai carrément été extrêmement déçu par ce match-là, notamment sur. Et là, j'abonde dans C'est un le. peu On en d'ironie, hein, parlera. Michael. Oui, oui, mais je pense que là, c'est même pas. C'est même pas une question de défaite ou autre, où là, effectivement, la routine, etc., c'est pas tant hein, le mauvais résultat qui pose problème, mais par contre, il y a quand même de quoi être très énervé en sortant de ce match, un petit peu à l'image de notre coach, parce que je vais abonder dans son sens et en disant simplement que j'ai plutôt détesté à quel disons le niveau d'implication qu'on a pu ressentir dans ce match de la part des joueurs. Et je suis pas forcément souvent dans ce discours-là parce que c'est pas toujours facile d'apporter des éléments tangibles pour dire une des deux équipes dans un match a moins voulu que l'autre, a peut-être mis moins les ingrédients mentalement, etc. Mais là, sur ce match-là, l'impression, elle était quand même vraiment l'impression que tous les joueurs n'en avaient pas forcément grand-chose à faire de ce match. Elle était quand même difficile à ne pas ressentir. Donc, c'est surtout. Ouais, c'est même pas une question de défaite ou autre, mais même si quelque part une de plus ça change rien, je pense il y a quand même de quoi être passablement énervé sur ce match et la réaction du coach Anthony Breza en est la preuve, parce qu'il n'a pas du tout apprécié non plus ce qu'il a vu de ses joueurs. Osvaldo, Oui, alors écoute, non, moi en fait, on va le développer dans le débrief, mais c'est vrai que c'est quand même, c'est difficile de rester mesuré dans les mots quand on voit, ben finalement la différence, ouais, qu'on peut voir sur le terrain, la manière qu'ont de courir nos adversaires, la facilité avec laquelle ils sont plus rapidement sur le ballon que nous. Et la facilité avec laquelle ils se créent des occasions et ils nous dansent dessus. Moi, cette première mi-temps, on va y revenir tout à l'heure, mais moi, je suis à chaque fois, enfin souvent cette saison, je suis assez effaré, notamment quand je vais au match avec les supporters et que le but se passe ben, devant moi, devant mes yeux, et que je vois le but encaissé se passe devant mes yeux et que je vois des joueurs totalement à l'arrêt. Et c'est difficile, franchement, d'accepter que dans une fin de saison où on sait que le bilan est déjà très, très, très mauvais au moment où on a l'assurance mathématique du sauvetage, je veux dire, moi, j'aurais quand même la motivation de dire, OK, ça a suffisamment plaisanté comme ça, on va essayer de le rendre le moins mauvais possible sur la fin. Et on a l'impression que même ouais, cette envie-là, ils l'ont pas. Donc, et c'est pas pour remettre en question la qualité de Carouge, qui est une équipe qui n'est pas là par hasard, qui mérite son classement, dont le classement est loin d'être un hold-up. Mais punaise, on a le droit aussi de se battre un peu plus quand même sur ce terrain et de donner autre chose pour une fin de saison. effectivement, le moins qu'on puisse dire, c'est que les premières minutes du match ont tout de suite donné le ton finalement de ce qu'allait être la rencontre. À la deuxième minute, on a déjà une grosse action hein, pour Carouge qui avait le poids d'un but. Et puis sans une magnifique intervention de Omer Agic sur ce coup. Alors, on va ouvrir le chapitre de Edin Omer Agic parce que tu as évoqué, je sais plus qui, l'attitude générale des joueurs sur ce match.
et depuis quelques matchs. Mais Omer Agic, il faut le dire, messieurs, lui, il est dans le coup quand même sur cette fin de saison. Alors vous me direz que quand les 10 joueurs devant lui sont pas dans le coup, bah, ça donne des occasions de briller. Mais Edin répond présent et même si les derniers matchs s'achèvent sur des défaites, eh ben, ne peuvent absolument pas lui être imputés. Et sur cette action de la 12e minute et une frappe d'Alves, il fait un bel arrêt, Osvaldo, hein, quand même déjà. Il fait un bel arrêt et j'ai revu l'action séquence par séquence il y a quelques minutes. Il y a Sine Châtelois dans les 16 mètres et il y a pas un joueur qui est à moins d'1 mètre et demi de lui. On joue depuis 2 minutes de jeu. Moi, c'est des choses quand tu les revois en plus, encore plus quand tu les revois à tête reposée. C'est des choses qui doivent rendre assez fou, je pense, à l'entraîneur, qui doivent certainement rendre un peu fou les supporters. Parce que c'est vraiment. Et la défaite dans le sport, enfin, tout le monde l'accepte, hein. Mais c'est vraiment, après même pas 2 minutes de jeu, enfin, c'est compliqué de faire ce constat-là au niveau d'un placement et d'un marquage défensif. Parce que finalement, si les deux Carougeois s'étaient retrouvés seuls dans les 16 mètres, ça aurait pratiquement été la même, là. Bah, Honnêtement. c'est une situation qui fait penser un petit peu à la passivité dont on a fait preuve sur le but de Luzuena il y a pas plus tard qu'il y a une semaine contre Bellinzone. Donc ouais, alors cette action-là, en l'occurrence, donne pas de but, mais un bon arrêt de Meragic. Mais c'est vrai qu'on revoit un petit peu des choses similaires. Et j'ai pas encore une fois, et pourtant, comme je disais, encore une fois, c'est pas forcément. Je vais pas souvent sur ce terrain-là, mais moi j'ai vraiment pas eu l'impression. Enfin, j'ai vraiment l'impression que le cœur n'y était pas pour beaucoup de joueurs. Et alors, par contre, Mhm. effectivement, du coup, Mirko, quand t'évoques sur l'aspect mentalité, quand tu sors un peu du lot Meragic, je suis bien d'accord dans le sens où, eh ben, finalement, si lui avait pas faisait pas un petit peu en sorte d'éviter d'empirer le bilan statistique, on aurait quand même vécu des déconvenues encore plus lourdes ces derniers week-ends. Donc là Mhm. encore, c'est un match qui est tout à fait intéressant de Meragic qui a dû faire plusieurs parades et qui, franchement, là, est de plus en plus abandonné par la défense, enfin enfin, oui, par la défense, mais de manière générale, le bloc neuchâtelois. Et franchement, ça fait presque peine à voir. Et là, pour le coup, il y a encore un match intéressant à mettre à son crédit, je pense. Effectivement, et puis finalement, à la 4e minute, on est encore trop dans le match, mais au moment où Étoile Carouge ouvre le score, dans le stade, tout le monde se dit, ah mais c'est logique, ils ont déjà eu une demi-occasion en plus, une grosse occasion à ce moment-là, ils marquent sur leur 13e occasion, on a l'impression que les Neuchâtelois sont restés au vestiaire, et puis sur une action, Michael, ma foi, alors bien développée par Étoile Carouge, mais de nouveau, où la cohésion du bloc défensif samaxien, les défenseurs et les milieux axiaux, les milieux de couloir, est quand même très discutable. Oui, ben, je vais refaire encore le parallèle avec le match de Bellinzone, mais c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de situations où, en faisant un arrêt sur image, tu as 3 à 4 fois plus de rouge et noir que d'adversaires dans nos propres 16 mètres, et finalement, tu te retrouves quand même avec un adversaire qui est à l'arrêt et qui n'a plus qu'à attendre que le ballon lui arrive gentiment dessus. Il n'a pas besoin d'attaquer le ballon, il n'a pas besoin de mettre un tacle. Là, je parle du coup en l'occurrence de Cazelet. Il n'a pas besoin d'y aller de manière agressive sur le ballon. Juste, il attend paisiblement que le ballon arrive pour la pousser logiquement dans le but. Donc, il y a encore un parallèle à faire avec toutes les choses qu'on a pu dire la semaine passée. Là, c'est encore le cas. Il y a pas tant, il y a pas tant de Carougeois dans les 16. Pourtant, c'est une équipe qui attaque en nombre dans la largeur d'habitude. Mais là, sur ce coup-là, ils étaient même pas particulièrement déployés. Ricardo Alves se fait peut-être un slalom un peu trop facile sur le côté, mais Hmm. derrière, il y a quand même que deux Carougeois pour réceptionner devant les 5 mètres. Et puis, bah, on se retrouve quand même avec Cazelet qui, comme je disais, a vraiment plus qu'à pousser un ballon qui vient tout tranquillement sur lui, qui
qui attendait paisiblement à l'arrêt que le ballon lui arrive sur le pied. Donc ouais, c'est encore une fois beaucoup de parallèles à faire avec ce qu'on a dit la semaine passée, donc je vais pas forcément répéter, mais voilà, beaucoup de Non, mais clairement. soucis dans le comportement défensif. Mais Varane, on sait dans le football, même quand on défend bien, la passe en retrait, c'est un outil absolument meurtrier. Mais alors quand on défend pas bien, et j'imagine Varane te connaissant, t'as pas dû beaucoup apprécier le comportement des deux milieux défensifs sur cette action, hein. Non, puis c'était à l'image de ce début de match complètement raté, c'est une passivité, mais bon, voilà, ça a été une récurrente tout au long de la saison. On a une passivité en phase défensive qui est absolument incroyable. Et puis, bah, quand vous laissez un joueur de la qualité technique de Alves, qui est quand même un excellent joueur, bah voilà, il rentre comme dans du beurre. Et puis, comme l'a bien dit Michael, Gazlen n'a plus qu'à la pousser au fond, mais voilà. Mais le problème, c'est que sur ces 4 premières minutes, je pense qu'on a perdu 9 duels sur 10. Donc voilà, donc ça a vraiment donné le ton, ça a vraiment annoncé la couleur du match. Et en foot, en sport, vous pouvez pas gagner un match si vous gagnez pas vos duels et vos secondes balles. Donc voilà, donc c'est complètement en fait utopiste de vouloir gagner un match s'il y a pas la niaque, s'il y a pas un minimum de rage quoi. Donc voilà, donc c'est un but normal. Et puis ben voilà, puis c'est vraiment un but je dirais fatal, enfin ouais, dans le sens fataliste, parce que vraiment il y a aucune pression, je sais pas, c'était vraiment on avait l'impression que Carouge jouait contre une équipe je sais pas de cône, de poteau quoi. Il rentre comme dans du beurre, allez hop, on y va. Donc ouais, voilà, je suis un peu dépité, Ouais. je Je sais pas je vous, mais sais plus moi, en trop fait, quoi dire. ce but, je l'ai vu avant qu'il soit inscrit, en fait. Je me suis dit, alors la question c'était de savoir est-ce que c'était Casley ou Traoré qui allait mettre la balle au fond, mais je la voyais avant de venir. On voyait que Alves il cherchait à attirer les joueurs vers lui, il cherchait pas fondamentalement à dribbler. D'ailleurs, sur cette action, où est le latéral gauche? Enfin, la réponse, on l'a, il est plus loin, mais il n'est pas du tout là où il devrait être, à savoir Michael Facchinetti. Et puis ensuite, on sait que sur cette action-là, il va chercher une passe en retrait. Les joueurs offensifs, ils vont pas courir directement dans le but, ils vont ralentir leur course, voire carrément la stopper, voire carrément faire un pas de retrait. Et là, eh ben, il n'y a pas un défenseur c'est central qui anticipe ça. Finalement, c'est notre problématique récurrente qu'on a évoquée cette année, c'est où on a notre regard sur une action quand on défend. On doit avoir l'action, les yeux sur le ballon, c'est sûr, c'est la majeure partie du temps. Mais moi, j'assimile ça à une conduite en voiture, en fait. Quand on apprend à conduire en voiture, on nous dit la chose principale qu'on doit regarder, c'est devant nous, c'est la route, c'est l'horizon, c'est le point de friction, je crois que ça s'appelait, si je me trompe pas. Mais on doit aussi regarder ce qui se passe dans les rétros, derrière, dans les rétros sur le côté, dans les angles morts, tout ça. On doit avoir le regard qui, en permanence, eh ben, défendre au foot, c'est aussi ça. Notre objectif principal, c'est le ballon, mais aussi le reste. Et ça veut dire surveiller, surveiller les adversaires et puis, si possible, essayer d'anticiper ce qui va être fait. Et là, j'ai l'impression qu'à Rouge, comme toutes les autres équipes d'ailleurs, c'est la quatrième fois qu'on les jouait en une année depuis une année. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de travail vidéo sur comment on attaque les équipes, sur le profil des joueurs et tout ça. Enfin, Carouge, on sait qu'ils jouent comme ça, c'est leur jeu et ils le font extrêmement bien. Mais on n'a toujours pas compris comment les bloquer par rapport à ça et c'est assez navrant quand même. Et là, ben, on a un bloc qui se fait manger aussi en vitesse puisque les attaquants Carouge à court, les défenseurs de Châtelet à court, mais les autres reviennent au petit trot. Et puis, ben, à ce niveau-là, ben, ça peut que payer. Et encore, c'est finalement Gasly qui reprend le ballon, mais si Traoré fait aussi stop un peu sa course, il est aussi démarqué pour reprendre le ballon. Donc voilà, c'est vraiment catastrophique, comme dirait Ludovic Magnin. Et puis, du coup, euh, du coup voilà, Omer Aguic se fait aussi aspirer au premier poteau et puis il n'est pas du tout en position pour faire l'arrêt. Il aurait aussi pu quelque part rester au centre pour essayer d'anticiper de quel côté aller frapper l'attaquant. Mais c'est clair qu'en anticipant au premier poteau, il facilite grandement la tâche de Ouais, Casley.
C'est le déplacement classique d'un gardien. Il y a un Ouais, joueur, ouais, il doit c'est bloquer, classique. il bloque son premier poteau par rapport à Ricardo Alves surtout. Donc voilà. Ouais. Non, non, clairement, si Alves passe, il peut aussi être en très très bonne position face à lui. Donc voilà. Non, Jusqu'à de la toute façon, c'est 20e minute, priorité au premier poteau pour le gardien. ouais, ouais, pas de grosses occasions, pas de grosses frayeurs, même si on sent un Xamax toujours bien emprunté et un Carouge à son affaire. Et puis on sent quand même à partir de la 20e minute que Xamax est mieux, mais c'est un peu un phénomène de vase communicant. On sent aussi que Carouge, voilà, n'insiste pas non plus pour à tout prix aller marquer très rapidement le deuxième qui aurait alors de toute façon, je pense, définitivement achevé le suspense dans ce match. Et puis à la 26e, on a une première banderie de Xamax. Alors c'est pas sur une action jouée, c'est sur un coup franc, mais c'est la première fois qu'on le voyait vraiment à l'œuvre cette saison. Mais voilà, sans un magnifique arrêt d'Antonio, eh bien, Fabio Saïz aurait inscrit un magnifique but, Colin, je pense, hein, sur cette action. Oui, c'est vrai que on s'y attendait pas trop sur le coup franc, mais Seize a bien frappé. Bon, le gardien de Carouge l'arrête bien aussi. Donc, franchement, une belle action. Xamax qui se réveillait gentiment, effectivement, sur cette 20e minute, comme tu le dis, Mirko. Je sais pas trop quoi dire d'autre, donc, donc voilà. Ouais, C'est non, pas mais un il y a poteau pas. sur ce coup franc direct? Non, non, il me semble qu'Antonio va la chercher, hein. Pour moi, il est comptabilisé comme une frappe cadrée, donc ça veut dire que c'est le gardien qui l'arrête. Moi, sur la SFL, ils mettent bien que c'est le poteau droit. Attends, mais on parle bien du coup Ou franc poteau? direct On parle du coup franc. de Size, oui. Ouais, Ouais. la SFL, ouais, peut-être. Alors, ils l'ont effectivement peut-être. Ouais, c'est bien un poteau, mais non, il est vraiment. On parle de celui à 26e minute. Ah oui, oui, non, c'est un poteau. Ouais, bah, alors, mea Non, culpa, et merci à toi, Michael. c'est effectivement un Ouais, poteau. ouais. Alors, sur le Il est direct, moi, vraiment pas j'ai passé loin vraiment de mettre vu. un beau coup franc. Ouais, j'ai vraiment vu sur le direct. Pourtant, je suis placé de ce côté-là, mais j'ai vraiment vu Antonio aller la chercher. Et du coup, c'est un magnifique arrêt. Donc, non, non, c'est bel et bien un poteau de Fabio Saez. Et bah voilà, on aurait pu revenir sur cette action-là. Et bah, 10 minutes plus tard, on a comme assisté à l'égalisation de Châteloise. Mais on va profiter, Osvaldo, d'un magnifique cadeau qu'on a presque failli pas profiter finalement hein, sur cette action. Un cadeau d'Antonio, Osvaldo. Oui, oui, il est effectivement, bah, c'est Demachaï qui récupère ce ballon, puis qui finalement prend relativement son temps avant d'adresser cette frappe croisée à terre, alors que le défenseur de Carouge semblait pratiquement avoir fermé l'angle de tir. Ouais. Voilà, c'est bien en tout cas d'avoir profité à ce moment-là d'une bévue, parce que c'est vrai que sinon, on se demande dans cette première mi-temps comment est-ce qu'on aurait inscrit un but. C'est vrai Effectivement, et qu'on là a. on a eu un peu tous la même pensée. Le temps s'est arrêté l'espace de 2 3 secondes et on s'est tous dit, vas-y, tire, mais t'attends quoi pour tirer? Moi, depuis ma tribune, j'ai l'impression que ça a duré 10 secondes, ce moment où Demassay reçoit le ballon et le moment où il frappe. Mickaël, t'as aussi cette impression-là, hein, on a échangé à Non, mais ce niveau-là. ouais, moi j'ai cru qu'il allait jamais tirer. Mais alors après, bon, c'est pour Alors, envoyer un tir. C'est pour envoyer à la fin un tir laser dans l'angle du but. Finalement, il a bien fait d'avoir ajusté la mire, hein, mais c'est vrai qu'on a eu un petit peu peur au début. Enfin, moi, je sais pas, c'est vraiment ça qui a traversé mon esprit. J'ai aussi cru que ça On ouais, allait. dirait, effectivement. Dans On ma s'est tête, ça dit, faisait mais non, seulement quelques secondes. il va attendre que le gardien revienne sur sa ligne et que les Hum. défenseurs soient en place Mais, et voilà. mais sinon, très belle frappe, très bien placée. Il a quand même montré une très belle qualité. Elle est pas non plus. Alors, étant donné il a pris son temps, elle était plus si facile à mettre que ça. Puisqu'au début, Antonio était plus trop placé dans son but. Mais là, en patientant comme ça, finalement, c'est un vrai beau geste qui s'est imposé, qui s'est imposé de faire un vrai beau geste. Et finalement, bah, très belle finition. Bon, bah, là-dessus, on profite bien d'une bévue, on presse bien Antonio. C'est le plan de jeu risqué de Carouge qui a coûté quelques buts de cette manière-là de temps en temps. Moi, je pense notamment à un but qu'ils prennent en toute première journée contre Chafouz. Ils en ont pris quelques-uns comme ça, même en Promotion League. Un Stade Lausanne aussi. Ouais, Ouais, contre nous aussi, hein, aussi ils contre le ont Stade pris un but comme Lausanne. ça. C'était pas Antonio, mais ils ont aussi pris un but comme ça. Donc voilà, il y en a eu quelques-unes comme ça parce qu'on sait que c'est une équipe qui joue de manière extrêmement risquée. Ça leur a coûté quelques buts, même si bon,
aucun doute sur le fait que leur plan de jeu, leur projet de jeu leur a valu plus de bien que de mal, puisque c'est que de temps en temps des petites erreurs comme ça. Mais en tout cas, ravi, sur ce coup-là, satisfait qu'on en profite parce que ça a pas toujours été le cas, hein. On en a parlé plusieurs fois de certaines bévues de gardiens ou de défenseurs, qui sont pas punis. Donc là, pour le coup, il y a quand même rien à dire avec une super finition de Masai. Ouais, et là, on a l'espoir, en fait, qu'on arrive dans un vrai match équilibré, où les rapports de force s'inversent à certains moments du match et les équipes poussent pour aller inscrire le deuxième but, d'avoir une vraie belle deuxième mi-temps aussi. Et puis, nos espoirs sont déjà touchés. On ne le sait pas encore à ce moment-là, mais ils sont touchés juste avant la mi-temps. On retrouve le côté droit de l'attaque de Carouge. Cette fois-ci, c'est Correa qui a le ballon qui prend le ballon dans de bonnes conditions. Nouvelle passe en retrait. Alors, il est un peu plus en retrait cette fois qu'Asley. Il doit contrôler avant de frapper, mais au final, même résultat à Varam, c'est 2-1 pour Carouge. Oui, donc effectivement, donc un but qui ressemble furieusement donc au fait au premier, mais je crois que c'est de nouveau Ricardo Alves, hein, qui fait la Non, c'était passe. Correa. Non, non, c'était Non, c'était Correa. ah oui. Alors autant pour moi. Autant pour moi. Donc oui, donc bah, la dynamique ressemble furieusement. Donc c'est de nouveau sur le côté gauche de la défense, la passe en retrait, puis c'est un penalty en mouvement pour Casley qui met au fait le doublé. Et puis bah voilà, juste avant la mi-temps, bah voilà, c'est le pire scénario possible qui pouvait arriver. Et puis voilà, mais ce qui est un peu décevant aussi, c'est que moi j'ai trouvé Carouge nettement moins bon par rapport aux 3 premiers matchs. C'est ce qui explique aussi qu'ils ont un peu calé sur la fin. Et voilà, ce qui est frustrant, c'est que Carouge était prenable, mais malheureusement, Ils toujours étaient ces je les ai trouvés concentrations. moins tranchants et moins Absolument. sûrs derrière. Leur jeu est toujours aussi posé, aussi intéressant, mais ils étaient peut-être un peu moins tranchants, quoi. Ils nous avaient fait beaucoup plus mal lors des 3 premiers matchs régulièrement sur plusieurs occasions. Et ils avaient moins Effectivement, concédé oui. aussi. Ouais, ils avaient moins Oui. concédé, tout à fait. Ils avaient moins concédé. S'il y a bien sur les 4 matchs, c'est vraiment le match où il y a le plus de regrets à avoir, parce que sur les 3 autres, on est contre un adversaire qui est, bon, bah, qui est simplement supérieur. Et puis là, sur ce match-là, entre les «cadeaux» entre guillemets qu'on fait parce on a de grosses bévues défensives et les ratés qu'on a fait devant, et ça on en parlera, à la suite pour la suite de ce débrief. C'est vraiment le match où il y a des regrets parce que c'est le Carouge le plus prenable des 4 matchs, qu'on a fait contre eux, hein. Ça, je suis totalement d'accord avec Varam. Et oui, 2-1 à la mi-temps. À la mi-temps, Anthony Breza, ben, logiquement, fait des changements, hein. Il y avait vraiment, voilà, de quoi apporter des modifications à l'équipe. Donc, on a Jonathan Fontana qui remplace Michael Facchinetti, qui avait été averti. Et puis, on a aussi Jesse Autier qui remplace un Gros Koné, lui aussi averti et on va dire passablement en difficulté sur cette première mi-temps. Et ma foi, une bonne entrée générale d'Autier qui a failli payer dès la première minute de la deuxième mi-temps, Colin. Oui, tout à fait, attends Mirko, j'étais totalement Mais déconcentré. Tu peux répéter? il Excuse-moi. met ouais, une frappe de Autier juste à côté à la 46e sur une grosse occasion Ouais, en dès son effet, entrée. Autier couvre déjà, qui je trouve a été un peu fantomatique face à Bellinzone, fait déjà un meilleur truc, fait déjà un meilleur match ici et une meilleure rentrée et effectivement cette frappe, elle passe pas loin de rentrer mais c'est trop court pour Xamax. Je tenais juste à ajouter une précision, c'est bien le poteau qui est frappé sur le coup franc, hein, c'est bien le ça lui touche bien Ouais, ouais, le non, il n'y a plus aucun poteau. doute. On a déjà vu l'action et puis c'est Ah, listé sur la SFL. Et Il y avait aucun doute. C'est cette sur, action du poteau. sur Retier, j'ajouterais aussi parce on a parlé, on a déjà évoqué plusieurs fois sur ce début d'émission un peu l'état d'esprit général de l'équipe sur ce match qui, je pense, les gens l'auront compris, nous a pas plu. Pour le coup, Retier, j'ai beaucoup apprécié son entrée parce que, bon, déjà dans ce qu'il pouvait apporter techniquement, ça reste quand même, je pense, l'élément le plus important, mais voilà, c'est un joueur qui, je pense, a quand même montré des bons signes de motivation qui s'est énormément dépensé pour essayer de faire tourner la rencontre. Donc une entrée que j'ai trouvée quand même plutôt déterminante de sa part et vraiment appréciable. C'est vrai que ça, c'est
je sais plus qui l'a dit dans les interviews, mais c'est pas le même match si ce but rentre après une quarantaine de secondes, je crois. Donc, Mhm. ouais, dommage ça pour le coup. C'est ça. Il a effectivement. Alors pour le coup, Jesse Autier, lui, il a beaucoup lâché d'énergie, hein, quand même, que ce soit sur les actions purement offensives ou sur le pressing de la défense de Carouge. Donc voilà. Après, en même temps, ben, quand on rentre en deuxième mi-temps, après une première mi-temps compliquée de son équipe, ben c'est aussi pour ça que l'entraîneur nous fait rentrer. Mais voilà, ce sont des qualités, hein, qu'on reconnaît souvent à Jesse Autier, la combativité, la saine agressivité. Donc voilà, là, ça a failli payer. À la 57e, on va aussi noter un super arrêt d'Omeragic, puis avec la complicité de Cabral qui permet à l'équipe de se dégager sur une frappe de Correa. Et puis peut-être la deuxième plus grosse occasion de la mi-temps pour Saint-Max à la 70e, Michael avec un contre euh, enclenché par Lentini avec une conclusion de Demassai. Oui, alors pour être tout à fait transparent, je l'ai plus tout à fait en tête et j'arrive plus à la revoir dans le. Passe le relais à Osvaldo et tu l'as en tête cette action. Je vais volontiers passer le relais. Ouais, moi, bizarre, moi non plus, malheureusement. Alors en fait, c'est un contre, hein, qui part sur la gauche. Et puis c'est Francesco Lentini en fait qui reçoit le ballon en bonne condition. Et il y a Cabral qui fait un appel vers l'avant. Il y a Autier, puis c'est des Massai qui fait l'appel le plus logique, on va dire. Il arrive à se glisser entre deux défenseurs. Il frappe. Antonio se détend bien, mais la frappe passe juste à côté sur son poteau gauche. Voilà, il en a mis des plus difficiles que ça cette année, des Massai, mais on va pas non plus lui en tenir trop rigueur. Il était en fin de course, en pleine course, donc voilà. Et puis Antonio bouchait bien, les défenseurs carougeois étaient bien revenus, donc voilà. Mais c'était quand même une grosse occasion. Il y a aussi eu une tête de Ben Seguir, j'ai plus noté à quelle minute, qui est bien captée par Antonio. Et puis encore une frappe de Carouge, mais globalement, là, à la fin de match, on a senti quand même un Xamax plus volontaire, mais, globalement, voilà, inoffensif pour vraiment mettre en danger, mettre le feu sur la défense de Carouge et puis revenir au score. On va aussi noter, ben, Varane, les premières minutes de jeu de Ismaël Sidibé, hein, il est rentré à la 70e minute de jeu. Oui. Oui, donc c'est vrai que pour l'instant, c'était vraiment un mystère. On se demandait si, il existait vraiment ou si c'était pas, un hologramme. Non, 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 alors en fait, il existe et puis je trouve qu'il a fait une entrée assez intéressante. Je dois dire que j'ai été surpris en bien. Donc, bah, c'est un défenseur, bah, déjà qui a des caractéristiques que les autres n'ont pas. Ça veut dire qu'il est quand même assez rapide. On voit que c'est un défenseur qui est très habile et très à l'aise, la balle au pied. Et on voit que c'est un défenseur aussi qui n'hésite pas à monter pour un peu casser la première ligne de pression adversaire aussi. Il relance bien, il a un bon pied gauche. Donc ça peut être intéressant. C'est un défenseur, on va dire, qui a d'un profil assez moderne. Un défenseur un peu style Calafiori, donc évidemment toute proportion gardée, mais je trouve que c'est un peu ce profil-là et ça peut être intéressant pour la suite. Ouais, alors s'il a déjà la moitié du quart du talent de Calafiori, on est déjà content. Donc Oui, oui, non, voilà, alors clairement. on se réjouit de le voir plus à l'œuvre du côté de Nyon, puisque bah, on peut vous le dire, Anthony Breza nous l'a confié, hein, il aura du temps de jeu, à voir avec qui il sera aligné dans cette défense, mais il sera très probablement titularisé, sauf Pépin, durant la semaine pour lui. Voilà, 2-1, score final. Alors, on va peut-être commencer par Michael pour une analyse plus globale, puisque tu nous disais en introduction, tu abondes dans le sens d'Anthony Breza, qui, bah, vous l'avez certainement déjà entendu, hein, dans nos interviews diffusées sur notre chaîne YouTube. Un Anthony Breza qui était vraiment très, très, très remonté contre ses joueurs, malgré une deuxième mi-temps avec plus de mouvement et plus d'action. Et voilà, dis-nous pourquoi tu abondes dans son sens, Michael. Ouais, bah moi, le gros souci que j'ai avec le match qu'on a proposé, je suis d'accord, hein, que la deuxième mi-temps est meilleure et on a des opportunités. Et puis là, peut-être
on peut plus pointer du doigt la qualité dans la finition que vraiment la qualité globale de la deuxième période. Mais je sais pas, moi j'ai quand même un souci parce qu'on est sur on est, et le discours de cette fin de saison, c'est quand même vraiment de préparer la suite, de mettre en avant les joueurs sur qui on comptera. Donc on est quand même déjà censé être dans une mentalement, on est déjà censé en train de se tourner vers l'avenir, avec des joueurs qui, a priori, pour beaucoup d'entre eux, dans les joueurs qui ont joué ce vendredi, feront partie de l'aventure l'année prochaine. En tout cas, j'ose espérer que, puisque la plupart sont sous contrat dans ceux qui ont joué, j'ose espérer que c'est qu'ils ont à peu près, pour la plupart, dans l'idée de jouer avec nous l'année prochaine. Donc, on est vraiment dans tout ça, ça fait que je trouve, et je suis très frustré de l'entame de match et globalement de la première mi-temps. Je trouve qu'on n'a pas le droit de fournir, on n'a pas le droit de proposer ça. Alors certes, la deuxième mi-temps était meilleure et j'ai été plus frustré par le manque de finition que par comme je disais avant, l'attitude générale. Mais je pense, et pour moi, c'est aussi pour ça que je suis d'accord avec Anthony Breza. Je pense que pour lui, il doit y avoir aussi de la frustration dans le sens où c'est pas, c'est pas forcément normal de devoir quelque part faire passer une soufflante aux joueurs à la mi-temps pour leur dire on ne joue plus rien, on prépare l'avenir. Donc à un moment donné, il s'agirait quand même de prendre au sérieux le match. C'est pas forcément normal de devoir. C'est même pas vraiment normal de devoir leur répéter ça en fait. Donc Mmh. effectivement en deuxième période il y a eu du mieux, même si bon, on a quand même, voilà, on a manqué de beaucoup de précision, ce qui fait qu'à la fin, ça vaut c'est quand même une défaite qui me paraît, méritée, même si je pense que Carouge, a montré des signes de faiblesse sur la deuxième période, a montré pourquoi il est dans une moins bonne, séquence actuellement en championnat. Mais malgré tout, ils ont quand même finalement réussi à s'en sortir parce qu'on a manqué, comme je disais, grandement de précision. Mais je j'arrive pas à me satisfaire de ça, à cause de quelque part une sorte de médiocrité qu'on a proposée en première. Parce que j'ai pas juste l'impression qu'on s'est raté, que ce soit sur un plan de jeu de départ, des choix de coach de départ, ou sur le fait qu'il y ait eu une erreur individuelle qui entre guillemets fout en l'air une première période, et à la fin on fait une deuxième période de meilleure qualité. On n'a pas juste raté notre première mi-temps, on a quand même, j'ai l'impression, encore une fois, et je vais pas rentrer dans le procès d'intention, mais franchement, c'est une des rares fois où je suis vraiment à fond je me focalise sur ce discours. J'ai encore une fois vraiment pas eu l'impression qu'on avait beaucoup de joueurs sur le terrain qui semblaient vraiment préparer l'avenir, et jouer et prendre le match très au sérieux. Et à partir de là, on peut pas, enfin, ça sert à rien de rentrer, ça sert à rien de commencer un match si c'est pour la jouer comme ça. Et à la fin, il y a du mieux, parce que ça aurait été scandaleux et le summum de la honte de faire une deuxième mi-temps encore dans le même ton. Mais je me satisfais pas de ça, parce que c'est pas juste qu'on a sportif, d'un point de vue sportif, d'un point de vue purement foot, raté la première mi-temps et on a corrigé le tir en deuxième. On a montré une mentalité qui m'a complètement déçu. Donc ouais, c'est pour ça que je peux comprendre quand même qu'Anthony Breza retienne beaucoup ça sur ce match à la fin, parce que je pense que c'est un élément qui est difficile à dissocier, même si encore une fois évidemment qu'il y a eu du mieux dans la deuxième période. Mais voilà, si je me mets à la place du coach, je pense que c'est quand même un truc qui prédomine sur la fin du match. Effectivement, et puis Varane, phénomène inquiétant sur ce match. On l'a dit et on l'a répété, on n'a pas vu de fierté, collective de la part de l'équipe, mais on n'a pas vu non plus de la fierté individuelle. Non, effectivement, mais c'est ça, moi, qui m'inquiète un petit peu, c'est que, je sais pas, j'ai l'impression que pas tout le monde est concerné. J'ai l'impression qu'il y a des joueurs, je sais pas où est-ce qu'ils ont la tête, je sais pas, ils sont à moitié ici, je sais pas. Moi, en tout cas, c'est vrai que la première mi-temps, ouais, j'ai vraiment vu une équipe, ouais, distraite, qui était pas tellement concernée.
on marque ce but parce que voilà, le gardien adverse nous fait un cadeau assez au fait énorme. Ouais, c'est un peu inquiétant. Puis avec tout ce qui tourne autour du club, enfin voilà, l'ambiance est pas bonne. Et je l'ai dit en préambule et je le répète, moi, ce qui m'inquiète, c'est que on devrait théoriquement être en train de préparer la prochaine saison, vu qu'il n'y a plus grand-chose à jouer depuis un moment. Et puis ben, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de zones d'ombre, il y a beaucoup de flou. Je veux pas anticiper le prochain thème qu'on va discuter après, mais on nous annonçait que 4-5 recrues, et puis au final, bah, on se rend compte que ça sera de nouveau le grand va-et-vient, que ça soit Mhm. au niveau des arrivées et puis des sorties. Donc voilà, j'ai l'impression que oui, on rebrasse les cartes à chaque mercato, à chaque année. Et puis bah, je me demande, enfin oui, je me pose quand même la question si c'est pas aussi à la base de ça, quoi. Je veux dire, c'est difficile de construire quelque chose et puis d'impliquer les joueurs s'il n'y a pas une certaine stabilité, quoi. Donc je pense que au bout d'un moment, ça on le paye, quoi. Et que je pense qu'il y a certains joueurs qui n'ont pas été convoqués vendredi soir parce que justement, je pense que ils vont justement partir et qui vont pas prolonger. Donc c'est compliqué de construire quelque chose dans une instabilité chronique et permanente depuis maintenant 6 ans, quoi. Donc voilà. Donc je pense qu'on le paye et je pense que c'est tous les buts qu'on a pris, certaines attitudes qu'on a vues tout au long de la saison. Alors c'était pas tout le temps, hein, mais c'était par intermittence. Mais je pense que c'est quand même à la base de ça, cette instabilité, des joueurs qui ont de la peine à s'inscrire dans un projet, dans des perspectives futures. C'est vrai que moi je me pose la question de comment les joueurs arrivent à s'impliquer mentalement dans cette équipe, quoi. Effectivement, et puis on va aussi peut-être mentionner un peu l'attachement ou plutôt le détachement que les supporters peuvent avoir envers cette équipe avec l'accumulation de prestations de ce type. Je voulais parler de ça avec toi, Osvaldo. Alors, si vous étiez au match, vous avez vu, hein, les supporters ultra ont déployé trois bâches différentes pendant le match, une en première mi-temps, deux en deuxième mi-temps. On va pas revenir sur le contenu. Il y a assez de personnes qui ont pris ça en photo, ça circule sur les différents réseaux sociaux. Mais ce qu'on peut se dire, on va pas porter de jugement non plus sur ce qui a été dit, on n'est pas là pour ça. Mais en tout cas, ce qu'on peut constater, c'est que il y a eu une scission actuellement entre les supporters ultras et la direction du club. Hein. On va clairement préciser la chose. Cette scission, elle concerne la direction et pas les joueurs du club. Et nous, notre crainte à Xamcast, pardon, et je voulais t'entendre aussi, Osvaldo, c'est que finalement, cette scission, elle soit le début d'une scission entre la direction et l'entier de la fanbase de Xamax, c'est-à-dire tous les autres supporters qui ne sont pas des ultras. Et ben voilà, ça, c'est ce qui risque d'arriver finalement dans une situation comme ça, Osvaldo. Oui, oui, c'est ce qui risque d'arriver, mais en même temps, c'est le résultat du va-et-vient de joueurs chaque été que décrivait Varane avant. Et puis, voilà, moi enfin, finalement, on est des supporters avant tout, et on a l'impression qu'à l'interne de ce club et dans le membre de la direction du club, il y a certaines personnes, je vais utiliser un terme poli, mais qui se moquent de nous depuis quelques saisons. Parce que, mine de rien, Xamax, c'est un club qui a une histoire. Colin parlait avant de ce que lui racontait son grand-père, son père, son oncle. C'est un club qui a une histoire. Moi, même si j'ai pas eu la chance de vivre les années les plus glorieuses, j'ai commencé à soutenir ce club. Il était en Super League. Et, euh, et en fait, il y a deux choses. Il y a nos performances depuis 5 ou 6 ans. Et puis en même temps, j'en parlais aussi en off avec Michael aujourd'hui, les noms des clubs qui sont venus depuis encore plus bas que nous dans ces 6 années de Challenge League et qui ont connu une promotion avant nous. Et là, je te parle du Stade Lausanne, je te parle d'Yverdon Sport,
Carouge est maintenant à quelques points d'un barrage éventuellement pour monter. Et nous, on est là, on a vécu une année où on n'a absolument pas pensé à la relégation en 2021-22. Sinon, c'est que des frayeurs de par descendre. Enfin, que des frayeurs concernant la relégation, que des luttes contre la relégation, que des années galères où, en tout cas pour ce qui est du haut du classement, juste maximum à partir de Noël, on joue plus rien. C'est lassant au bout d'un moment. Les gens se lassent et les supporters ont beau aimer leur club, ont beau être attachés à leur club. Il y a un moment donné où la lassitude ça guette tout le monde et c'est normal que ça s'exprime. Moi, après tout ce temps, parce que 6 ans, c'est quand même long à ce rythme, moi, je peux pas les blâmer. Je ressens la même chose. Donc, voilà. Et puis, moi, si je peux ajouter un truc quand même, c'est que euh, quand tu parles d'une ouais, une scission qui se généralise, qui pourrait se généraliser un petit peu pour tout le public, Mirko, moi, je note quand même que c'est déjà un peu le cas. C'est-à-dire que c'est pas le supporter moyen, c'est pas des revendications, on va dire, dirigées vers une personne en particulier, avec des bâches, avec des choses. C'est pas les mêmes outils que la scène ultra, mais le simple fait que la lassitude ambiante de toutes ces années fasse qu'il y a un taux de désertion qui commence à être énorme à la Maladière est une preuve que les gens en ont quand même, enfin que ce club n'intéresse plus vraiment, n'intéresse plus grand monde, tout simplement parce que les gens y retrouvent pas, enfin n'arrivent pas à vraiment pointer du doigt un réel projet qui nous amène vers de quelconques ambitions prochainement. Et en tout cas, ça n'a pas été le cas sur ces dernières années. Donc, il n'y a même pas forcément besoin d'avoir, on va dire, la frange qui, elle, s'exprime le plus et qui a des revendications qui, elles, sont tout à fait légitimes. Mais même ceux qui ne parlent pas et ceux qui viennent au stade, que ce soit de manière occasionnelle ou non d'ailleurs, ben, le simple fait d'avoir des gens qui ne viennent plus au stade parce que nos affluences sont quand même Moins de pas loin du 3000 ridicule. personnes contre Carouge, hein, c'est quand même Ouais, non, mais elles sont pas loin du c'est très peu. ridicule, hein, si on ose quand même poser les mots là-dessus. Donc à partir de là, c'est quand même déjà là une bonne preuve que les gens s'y retrouvent plus trop hein, dans ce club actuellement. Donc ça, il y a pas besoin, y a pas besoin d'aller chercher, il y a pas besoin d'avoir des bâches pour s'en rendre compte. Donc effectivement, en plus, il y a tout un climat toxique comme disait Varam, qui s'installe parce que bah, il y a en plus de ça, en plus de ces gens qui juste ne viennent plus au stade, il y a pour les plus fidèles des revendications plus directes et plus frontales qui se mettent en place. Et tout ça, forcément, ça crée un climat un peu compliqué. Et c'est vrai que il y avait une ambiance particulière sur un match comme vendredi, parce qu'on n'a pas juste l'impression d'avoir vu un mauvais match, un match décevant, un match où on a des choses à reprocher à nos joueurs ou quoi que ce soit. On a l'impression effectivement d'avoir vu quelque chose de plus profond et c'est peut-être ça qui est le plus inquiétant. Hein. Je pense c'est qu'on a vu une triste ambiance quand même et c'est pas pour le moment ça s'arrange, c'est pas pour le moment prêt de s'arranger en tout cas, à moins que la saison prochaine commence fort avec des résultats, mais c'est difficile de voir comment faire revenir ce public si c'est pas avec une équipe un minimum ambitieuse et capable de proposer quelque chose. Donc voilà, c'est normal que la Maladière se vide de plus en plus et effectivement on commence à atteindre des affluences qui font peur, hein, franchement. Mais c'est des Effectivement. influences, si je puis me permettre, qui ressemblent beaucoup à celles que le club que notre actuel propriétaire avait présidé à l'époque. Enfin, c'est des influences qui se rapprochent beaucoup de celles qu'il a connues à l'époque de sa présidence à Lausanne. Finalement, le syndrome se répète. Et voilà, c'est un petit peu le résultat de ces 6 ans. Effectivement, on amène souvent, voilà, le manque d'ambition,
le manque de continuité dans l'effectif des joueurs et puis des émotions autour du club, autour de cette équipe qui sont plus souvent vécues comme négatives, comme douloureuses que comme positives. Le football, c'est un sport d'émotion, on le sait, on le voit tous les week-ends dans nos stades ou la semaine lors des grandes compétitions. On l'a encore vu cette semaine avec un scénario incroyable entre l'Inter de Milan et puis le FC Barcelone, avec plusieurs retournements de situation, les émotions qui vont dans tous les sens. Le public, il a besoin de ça finalement. Alors si possible dans la victoire, mais même dans la défaite, il sera prêt à accepter plus facilement la défaite avec une équipe qui se bat, qui donne tout et puis qui est battue par un adversaire peut-être plus solide que soit ce jour-là. Mais on acceptera toujours plus facilement ça, voilà, à une équipe qui avec un électroencéphalogramme qui avait l'air d'être complètement plat, des joueurs peu impliqués dans le déroulement du match, que ce soit positif ou pas. Donc voilà, oui, j'ai certainement fait plaisir à Osvaldo en mentionnant l'Inter, hein, du coup, pour ça. Mais voilà, c'est des thématiques qu'on reprendra cette fin de saison, messieurs. J'en dis pas plus maintenant, j'en dirai plus à la fin Juste de l'épisode. le Oui, le le slogan du club, c'est quand même: «Les émotions se vivent au stade», hein, Mirko. oui, Pour dire ce qui est, c'est quand même un des slogans qu'il balance depuis longtemps et puis là, bah, franchement, il y a pas grand chose à dire, vendredi et comme le disait Mickaël, je trouvais que l'ambiance en tribune était pas bonne. En tout cas, les gens avaient l'air très saoulés et puis c'était on a même c'était pas envie de dommage. C'était siffler l'équipe, en fait. Ouais, Parfois, ouais, c'est dans ça. ces moments-là, mais même l'électroencéphalogramme du public devait être plat, en fait. Il devait être à l'image des joueurs. Enfin, c'est un peu dur, hein. On sait que les joueurs nous écoutent et puis on les apprécie, on les respecte beaucoup, mais on renvoie aussi un petit peu l'impression qu'on avait. Et puis voilà, on en parlera aussi dans le briefing du match, mais on aimerait d'une semaine à l'autre, on a toujours l'espoir que ça change, que c'était la fois de trop, qu'on ne peut pas tolérer ça. Et on est déçu semaine après semaine. Donc, euh, donc voilà, on arrive gentiment à la fin de ce débriefing. On va peut-être passer du coup à la suite de notre programme, messieurs. Ça vous convient? Ouais. C'est parfait. Oui, c'est tout. Alors allons-y. C'est avec plaisir du coup qu'on aborde cette rubrique Mercato. Alors parler du Mercato, c'est toujours un sujet un peu délicat. On voulait pas le faire trop tôt, on voulait pas le faire non plus trop tard. À l'intersaison, bah, vous le savez, on souffle aussi, donc il n'y a pas d'épisode pendant l'intersaison. On ne pouvait pas forcément parler directement du mercato à ce moment-là. Donc on s'est dit que voilà, vers l'avant-dernier ou l'avant-avant-dernier match, c'était le bon moment. Varane, tu l'as subtilement glissé avant. On est passé de 4-5 renforts à plutôt 5-6, voire 6-7 d'après Anthony Breza. Alors, pour parler de Mercato, il faut bien évidemment commencer par parler des joueurs libres à qui on est toujours justement libre de proposer un contrat pour la saison suivante. Et puis actuellement, alors sans compter Jesse Autier qui est en prêt et qui retournera du côté d'Yverdon Sport, pour qui nous avons une option d'achat néanmoins. Voilà, les joueurs qui sont libres à la fin de cette saison, c'est Kenan Fatkic, Anthony Mossi, Michael Fakinetti, Niklas Gunnarsson, Moussa Arraz, Marwan Kalam, Samir Ramizi et Michael Gonçalves. Alors, on s'est prêté un petit peu au jeu de savoir si on était la personne en charge du recrutement ou les personnes en charge du recrutement du côté de Xamax, à qui est-ce qu'on proposerait un nouveau contrat pour la saison prochaine, si possible en argumentant un peu les choses. Et j'ai envie peut-être de commencer par toi, Osvaldo. Allez, à qui proposerais-tu un nouveau contrat pour la saison prochaine parmi les joueurs qu'on vient de lister? Alors, bon, je commence par celui qui va plus de sources et puis qui finalement a été l'un des cadres pour moi de ces dernières saisons. Si ça ne dépendait que de moi et j'insiste sur cette appellation, si ça ne dépendait que de moi, le premier que je citerais dans ces joueurs-là à qui je proposerais un nouveau contrat, c'est Fatkic.
Parce que finalement, il a été, ces dernières saisons un capitaine, quand il a dû porter le brassard de capitaine, il a été un capitaine, exemplaire. Il nous a quand même été extrêmement utile dans un exercice où il faut du sang-froid et où, mine de rien, c'est bien d'avoir quelqu'un de fiable, c'est les pénaltys. Donc, des joueurs qui transforment des pénaltys avec cette régularité, ça court pas les rues. Donc, pour ces 2 raisons-là, je lui proposerais un nouveau contrat. Le deuxième de la liste, que tu nous as donné, à qui je proposerai un nouveau contrat, c'est Mikael Fakinetti. Parce que finalement, je vais pas dire peu importe son niveau, mais on a quand même un peu ce problème, ces dernières saisons d'avoir assez peu de joueurs qui ressentent quelque chose et qui se sentent concernés émotionnellement par Xamax. Et finalement, par les temps qui courent, c'est plus que précieux d'avoir un gars comme lui qui ne sait mieux, enfin, qui sait mieux que personne ce que veut dire l'histoire du club. Après, si je dois, en priorité, dans ceux que tu nous as cité, le troisième que je mets en première ligne pour lui proposer un nouveau contrat, c'est Niklas Gunnarsson. Parce que dans un secteur de jeu où on a beaucoup, beaucoup, beaucoup souffert cette saison, ça a été l'un des plus fiables et l'un des plus réguliers dans ses performances. Donc, je pense que ce serait un bon pion pour démarrer la saison prochaine dans le secteur défensif. Très bien. Merci à Osvaldo. Colin, tu veux être le prochain à parler? Oui, pourquoi pas. Bah, franchement, j'ai un peu la même liste qu'Osvaldo. Même si je mettrais plus, Gunnarsson, devant Fakinetti, j'irais plus essayer de vraiment garder Faktic comme l'a dit Osvaldo. C'est vraiment un joueur essentiel et je pense qu'on a encore besoin de lui, la saison prochaine, pour le milieu de terrain et puis, pour, pour, le capitanat aussi. Mais sinon, dans les autres joueurs, bah, Gunnarsson, c'est vrai qu'il a fait une très forte impression, depuis qu'il est là, depuis cet hiver et c'est vraiment un bon joueur. Après, il a des petits problèmes avec le synthétique, mais je pense que ça se travaille normalement et ensuite, bah, Fakinetti, mais je suis pas non plus 100 emballé par Fakinetti parce que le dernier match n'était pas super et il traduit pas non plus une super bonne attitude, j'ai l'impression. Donc voilà, voilà les 2 joueurs que j'ai regardés, c'est surtout Gunnarsson et Faktic. Très bien. Michael? Ouais, bon moi alors ceux sur lesquels j'ai aucune hésitation, c'est, sans faire de l'originalité, c'est évidemment, déjà Fatkich pour commencer. C'est notre joueur le plus important des dernières saisons, d'après Transfermarkt pour la petite histoire, il a atteint il a égalé son nombre de matchs, qu'il a fait avec le FC Thun, chez nous. Donc, c'est-à-dire 102 faits à Xamax et 102 faits à Thun. Donc c'est même pour lui, Xamax, c'est a priori un club quand même très important, dans sa carrière. Et ben, c'est un joueur sur lequel on a voulu bâtir quand même l'avenir en le conservant et en le faisant venir pour plusieurs saisons. Et pour moi, ce serait encore justifié que ça continue si les deux parties le veulent bien. Mais donc voilà, sans aucune hésitation, moi, si ça tenait qu'à moi, Fatkich serait aussi, enfin serait un de nos joueurs d'avenir dans cet effectif. Et puis, bah, pour ses performances et la stabilité qu'il a apporté en défense, Gunnarsson, qui a, voilà, qui a apporté quelque chose, enfin, qu'on a tous apprécié son arrivée au deuxième tour. On a vraiment tous beaucoup aimé ce qu'il dégageait sur le terrain et ses qualités défensives, c'est aussi ses qualités à la relance. Donc c'est voilà, aussi un joueur qui peut jouer qui a joué côté gauche avec nous. Donc c'est un profil dont on a besoin et c'est clair que c'est forcément un joueur que je garderai volontiers. Et ça, c'est ceux sur lesquels j'ai aucune hésitation. Après, si je dois évoquer d'autres noms, Gonçalves, je serais pas contre le garder, parce que le laisser partir impliquerait de récupérer un autre latéral, mais j'ai pas non plus été franchement 100% convaincu par sa saison. Donc encore, c'est pas je serais pas scandalisé qu'il parte, mais le
le garder se tiendrait aussi dans le cas où on estime qu'on n'est pas forcément une piste qui nous convienne plus sur cette position-là. Et puis, c'est toujours ce secteur un peu particulier du deuxième gardien. Je serais pas contre conserver Mossy, mais le gardien numéro 2, c'est un poste un peu particulier. Même si on parle beaucoup de stabilité qu'on souhaite voir d'année en année, sur le poste de deuxième gardien, un tournus d'année en année dans ce secteur me dérangerait pas non plus. Donc voilà, mais pour le citer, ça m'irait bien de le garder parce qu'il faut de toute façon un gardien numéro 2. Mais c'est sûr que c'est un poste particulier où il y a aussi beaucoup de tournus et ça, il y a aucun souci avec ça aussi. Varane? Bah, comme je rêverais d'un peu de stabilité sur cette liste-là, à part Araz et Ramizi, je pense que je les garderai tous pour des raisons diverses. Ben, déjà, Fatkic, comme il a été dit, ben, c'est un joueur qui est resté quand même 3 ans maintenant chez nous, ce qui est une denrée rare. C'est quand même un des tout bons joueurs de Challenge League. C'est un joueur important, c'est notre métronome, c'est notre capitaine. Donc je pense que si on veut bâtir quelque chose, ça peut pas passer. Enfin, on peut pas faire sans lui, à mon avis. Gunnarsson, je pense que c'est le gros défenseur qui nous manquait depuis un moment. Je pense qu'on a vu qu'il y a une défense avec lui et sans lui. Et quand il est pas là, ben c'est pas la même limonade, hein. Donc je le garderai aussi. Fakinetti, c'est intéressant d'avoir un, d'avoir un latéral gauche d'expérience avec Fontana qui est un peu plus jeune. Enfin, moi j'aime bien d'avoir toujours un latéral un peu plus expérimenté et un plus jeune. En plus, techniquement, c'est un très bon joueur. Il connaît bien la maison. C'est quelqu'un du cru. Donc, je pense que ça serait malin de le garder. Euh, Mossy en numéro 2, pourquoi pas? C'est jamais évident de trouver un numéro 2 qui fait pas tellement d'histoire et j'ai pas l'impression que Mossy fasse des vagues. Donc, je pense que ça serait bien de le garder aussi. Et puis Gonzalez, oui, bah c'est même si comme Michael l'a dit, je pense qu'il n'a pas fait une saison époustouflante. Je trouve intéressant d'avoir un latéral super offensif comme Cabral et puis d'avoir peut-être un latéral un peu plus bloqué. Ça peut être intéressant aussi au niveau des pairs, enfin de mettre un latéral un peu plus bloqué et puis de l'autre côté de mettre un latéral un peu plus offensif. Donc ça peut amener une certaine variété. Donc, ouais, bah voilà. Hormis Araz et puis Ramidzi, je pense que je conserverai les 4-5 autres. Très bien, je vais parler en dernier, je vais faire court, parce qu'au final, mes choix ont les mêmes arguments que vous. Mais moi, je garderai Kenan Fatkic, Anthony Mossy et Niklas Gunnarsson parmi la liste des joueurs. Je vais pas répéter ce qui a déjà été dit. Je partage vos opinions sur ces trois joueurs-là. J'ajouterais peut-être juste que Anthony Mossy, voilà, il a l'habitude d'être numéro 2 depuis maintenant plusieurs saisons. Et voilà, il occupe très bien ce rôle-là. Il sait qu'il est le numéro 2 derrière Omer Gueye cette année. Il sait qu'il jouera seulement si le titulaire est blessé ou suspendu et qu'il est, comme tu l'as dit, Varane ou Michael, je sais plus, c'est Varane, il accepte ce rôle-là sans aucun problème. Et puis voilà, Bigirimana, il est sous contrat pour la saison prochaine, mais est-ce qu'on est prêt à le catapulter numéro 2? Est-ce qu'on compte vraiment sur lui comme numéro 2? Ça, à voir. Je sais pas. Donc voilà pour la première partie. La deuxième partie qui est peut-être la plus intéressante, c'est parmi les besoins en renfort qu'évoque Anthony Breza qu'on devra faire. Je voulais vous entendre un petit peu chacun sur les profils de postes et peut-être voilà, si vous avez des noms à ressortir. Alors on précise que tous les noms qui pourraient ressortir ne sont que issus de nos recherches à nous et pas forcément de rumeurs ou autres qui sont déjà en vigueur. Voilà, on le précise parce que des fois, ça peut vite s'enflammer sur les réseaux sociaux et puis les forums et autres. Donc voilà, on va apporter quelques précisions. Alors, on va peut-être faire la boucle à l'envers et puis on va commencer par toi, Varam. Quels sont tes profils de postes à recruter? Absolument. Alors, impérativement, donc, Gunnarsson, donc ouais, j'ai
pas l'impression qu'il va rester, donc je pense qu'il nous faut impérativement un patron derrière. Je pense que c'est indispensable. Ça fait trop de saisons qu'on a des défenseurs qui n'ont pas la carrure pour diriger une défense. Et puis on l'a vu avec Gunnarsson que c'est vraiment indispensable. Et je pense que si on veut construire une équipe solide et puis sérieuse, ça passe par un patron derrière. Je pense que on peut pas y échapper. Ça, je pense que c'est la première brique. Ça, je pense que c'est vraiment super important. Ensuite, je pense qu'au milieu, il nous manque un box-to-box, un porteur d'eau. Parce que c'est vrai qu'on a de la qualité technique avec Size, Fat Kitsch, mais je pense qu'il nous manque vraiment un joueur qui sait casser les lignes avec les courses, qui arrive à jouer entre les lignes, numéro 8 moderne. Ça, je pense vraiment qu'il nous manque. J'ai été très déçu par Varaz parce que il pourrait avoir ce profil-là, mais j'ai trouvé que physiquement, il était un peu court, hein, un peu juste. Et au milieu, je pense il nous faut de la grinta, il nous faut en fait un joueur qui a du souffle, qui a du coffre. Donc j'irai chercher un joueur avec ce profil-là, mais c'est vrai que je ressors souvent le nom, mais on va dire un style Belloco, quoi. Voilà, je pense qu'il nous manque ça. Et puis sur les côtés, je pense qu'il nous manque des ailiers, je dirais un peu avec le profil à Jesse Autier, parce qu'on a des ailiers qui sont pas mal, mais il nous manque, je trouve, des ailiers qui couvrent, qui fassent les courses défensives. Ouais, parce qu'on prend beaucoup de buts, c'est pas uniquement la défense ou les gardiens, mais je trouve que sur les côtés, si en plus on joue avec ce 4-2-3-1 ou ce 4-4-2, quand vous jouez avec deux attaquants, c'est impératif d'avoir deux ailiers qui fassent les bonnes courses aussi vers l'arrière, et je trouve que ça manque. Et ce qui serait intéressant, ça serait justement de trouver des ailiers qui aient du coffre et qui puissent vraiment jouer devant, derrière et pas uniquement dribbler et puis centrer. Il nous faut aussi des mecs justement qui fassent certains replis défensifs. Donc voilà, donc ça c'est les trois profils en gros que j'irais vraiment chercher. Pas de nom. Tu t'es pas amusé à essayer de trouver des noms, Varane. Écoute, dans la liste, après, c'est compliqué, mais on va dire, grosso modo, j'ai un peu regardé dans la liste, mais au milieu, un joueur style Luswena, peut-être, voilà, Mhm. qui a du coffre, qui court, voilà, d'un profil un peu dans ce style-là. Après, les ailiers, je verrais bien ouais, des styles un peu hautiers. Voilà, et puis derrière, c'est compliqué derrière de vraiment trouver un défenseur qui pourrait correspondre à ça, parce que je suis pas sûr que Sylvestre Braque corresponde à ça. Voilà, mais en tout cas, ouais, un défenseur solide, expérimenté, patron, qui a du charisme, quoi. Donc voilà, quoi. Mhm. Ok, très bien. Michael? Ouais, je vais commencer peut-être par des profils, enfin des secteurs avant de parler peut-être de noms. Alors j'en ai pas 15, mais voilà, tu me rappelleras si j'oublie. Mais pour les secteurs déjà préférentiels, c'est, je pense déjà forcément, comme l'a dit Varam, à ce défenseur central, parce qu'il faut effectivement un patron dans la défense, mais j'ajouterais un défenseur central qui soit capable de jouer côté gauche, comme l'a été Gunnarsson, ou voilà, ou un autre défenseur central pur gaucher. En tout cas, il faut un défenseur central qui soit à l'aise sur cette position-là. On peut plus se permettre de remettre, par exemple, un Epito sur son mauvais côté, avec des. Il y a eu quelques difficultés que je lui justement que je lui donne pas, ou je ne le mets pas vraiment responsable, parce que il est dans un côté où il doit beaucoup jouer sur son pied gauche. Si on le met, à gauche, forcément, défenseur central gauche. Et j'insiste vraiment sur cette préférence et sur ce profil de joueur qui joue à gauche, euh, pour avoir des gens qui sont à leur poste naturel, parce que par exemple un Epito, pour justement insister sur lui, c'est un défenseur sur lequel j'ai aucun souci à bâtir notre avenir en défense centrale, mais il faut qu'il soit fixé à droite, et dans ce cas-là il va falloir un profil de défenseur central gauche. Si Gunnarsson ne reste pas, c'est un départ à compenser sans aucune hésitation.
J'ai aussi, lorsque tu parlais de ceux qu'on garde, j'ai pas forcément cité nos latéraux, bientôt libres de tout contrat, comme étant des prolongations impératives. Donc je vais quand même forcément, si je ne les garde pas si je les garde pas à coup sûr, alors je suis quand même obligé de on est quand même obligé de les compenser. Hem À droite, moi je trouve que voilà, l'avenir de Gonçalves, bon, qui a joué à droite et à gauche sur cette saison, est encore flou. Moi je le garde volontiers comme doublure, mais voilà, comme je disais, j'ai pas été complètement convaincu par sa saison. Et une autre doublure à ce poste me dérangerait clairement pas. Je pense qu'on va forcément avoir besoin de recruter quelqu'un chez ce poste de latéral droit si on garde pas Gonçalves. Par contre, je signerai pas forcément, c'est pas forcément là que les ressources sont les plus importantes à mettre, parce que je signerai pas un titulaire indiscutable, dans le sens où Cabral a montré des forces et des faiblesses, mais j'ai aucun souci à bâtir sur lui. Ça me semblerait cohérent. Donc on est plus sur une doublure. Ça peut être Gonçalves, donc peut-être qu'on pourrait ne pas avoir à signer quelqu'un à ce poste-là, mais ça va être un chantier quand même, malgré tout. Et c'est un petit peu, mais pas tout à fait le même discours chez l'arrière gauche, parce que l'avenir de Facchinetti est pas forcément clair. J'aime beaucoup Fontana, mais là, c'est même plus une doublure qu'il nous faut, mais un vrai profil de titulaire qui lui mette une grosse concurrence à Fontana, parce que je suis convaincu qu'on peut en tirer le meilleur comme ça. On peut tirer le meilleur de ce joueur qui a progressé sur cette saison, malgré tout, en se retrouvant moins limité à ce poste, parce que ça a été le cas cette année, cet été, hein, enfin l'été dernier, lors du départ d'Ensakala. C'est la gestion de ce poste de latéral gauche a été très problématique quand même sur la première partie de saison. Et j'espère quand même avoir un profil titulaire indiscutable dans ce poste-là. Je suis pas convaincu que ce soit l'avenir que je donne forcément pour Facchinetti, forcément le rôle que je souhaite lui donner, même si j'ai rien contre le joueur. Donc c'est pour ça que je le citais pas forcément comme une prolongation impérative, et j'irais plutôt peut-être sonder le marché, enfin faire un mercato à ce poste-là, plutôt que rester sur ce qu'on a déjà, parce qu'on a déjà 2 latéraux gauche. Mais je pense qu'il y a quand même un saut en qualité qui doit être fait. Et mais par contre Fontana, j'ai aucun souci à bâtir un petit peu avec lui quand même, parce que ça pourrait être un joueur important à ce poste-là. Simplement, j'ai l'impression qu'il faut quand même un niveau au-dessus en titulaire. Je parle de vraiment titulaire indiscutable, si on parle d'une défense qui est quand même relativement installée. Au milieu de terrain, l'avenir de Fatkic donc est aussi très flou. J'irais presque à dire qu'il est peut-être pas optimiste s'il n'a pas été pris sur le dernier match, mais bon, ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Il y a encore 2 matchs pour voir s'il fait son apparition ou non à nouveau dans le groupe. Mais voilà, c'est sûr que si il s'en va, il y a un réel besoin d'un meneur de jeu au milieu de terrain, quelqu'un qui va être capable de jouer ce rôle de métronome, parce que c'est quand même un élément très très important de notre milieu de terrain qui s'en va si il ne reste pas. Et je pense que c'est peut-être là qu'il y a le plus gros chantier s'il s'en va, parce que c'est là qu'il y a, je trouve, un joueur majeur, en tout cas, toute proportion gardée, dans la proportion de la Challenge League, bien sûr, mais j'estime un joueur majeur à recruter dans ce secteur-là. Il y a donc voilà, un réel besoin de meneur de jeu. Probablement besoin aussi d'un profil un peu de doublure, parce que euh, il faudra un peu fournir ce milieu de terrain encore plus si Fatkic part. C'est peut-être pas un seul, mais plusieurs recrutements à faire. Et là-dessus, je l'avais pas forcément noté au début, mais identifié au début, mais je suis d'accord avec Varam que un profil box-to-box, c'est quelque chose qu'on n'a pas, et qui apporterait probablement aussi de la diversité dans notre milieu de terrain. Maintenant, avec un plan, avec un projet de jeu établi, on peut aussi s'en sortir sans avoir tous les profils. Mais c'est pour ça que surtout vu la manière dont veut jouer Breza, j'ai l'impression que ça va être important. Si c'est pas Fatkic qui reste, il va y avoir un transfert majeur à faire dans sa position. Et
Et voilà, c'est les principaux secteurs. Il y a probablement des retouches à faire en attaque, même si je suis quand même plutôt satisfait de ce qu'on a actuellement. Mais dans tous les cas, il y aura bien sûr un travail de complément à faire pour avoir une profondeur d'effectif, ça c'est sûr. Mais en termes de secteur, je pense surtout à ça. Ok, très bien. Pas de nom non plus pour toi, Michael. Ah oui, c'est vrai que j'ai bon, enfin, après, c'est des après les noms en soi, est-ce que c'est les plus importants? Mais moi, je pense il y a un joueur, par exemple, qui m'a tapé un peu dans l'œil dans le poste de latéral gauche. C'est Oilé du Stade Lozanoshi, qui est en fin de contrat, mais qui en réalité a une option, donc ça serait plus un réel transfert à faire. Donc je dis pas que c'est un nom, particulièrement, cohérent, enfin particulièrement réaliste, mais c'est juste pour dire que voilà, c'est un super profil de latéral avec de bonnes qualités offensives. On le connaît déjà de Ville, hein, donc je trouve que c'est dommage qu'on ne se soit pas forcément penché sur un tel profil plus tôt, parce qu'au final, le Slow, eux, ont fait un super scouting avec lui en le récupérant de Ville. Même si, bon, voilà, au moment de son arrivée à Ville en 2023, on avait quand même fait un super coup avec Ensakala, donc peut-être qu'on n'avait peut-être pas exactement besoin de lui à ce moment-là. Donc c'est même pas pour dire on aurait dû le signer lui il y a 2 ans, mais voilà, c'est ce genre de profil-là, que je trouve très sympa et ça, c'est clairement pour le coup un joueur, où le Slow a vraiment pas eu besoin d'aller dans l'exotisme pour le trouver quoi. C'est pour dégoter un bon latéral. Ils sont allés chercher dans ce qui se faisait de très bien en Challenge League. Peut-être un poil plus réaliste, et que j'apprécie, au poste de défenseur central gauche. Donc, pour avoir un défenseur central gauche, je pense que Ilan Sauter de Bellinzone est un joueur encore assez jeune avec des qualités qui verrait probablement comme une promotion le fait de changer dans un club qui a un autre projet en Challenge League. Si tant est qu'on est réellement, qu'on mette réellement qu'on bâtisse réellement un projet cet été qui soit cohérent à vendre ensuite aux joueurs qu'on veut recruter, bien sûr. Mais voilà, alors il est annoncé sur Transfermarkt en fin de contrat, mais avec malgré tout un contrat un peu bizarre jusqu'à décembre 2025. Alors je sais pas si c'est le site qui se trompe, si c'est vraiment cette situation qui est un peu bizarre, si c'est pas une erreur, mais donc ça resterait plus un joueur où il faudrait éventuellement mettre une petite somme pour acheter le contrat si ça serait pour cet été. Mais mais je suis pas sûr que ce soit un investissement de dingue. Et puis bon, je dis pas que c'est forcément le profil à absolument recruter, mais s'il faut donner un nom, c'est un défenseur central gauche, puisque je citais ce secteur-là, qui est intéressant et qui fait pas partie de ces fameux joueurs de la galaxie Bentancourt, donc qui est probablement un joueur qui se verrait un peu plus partir, alors que ceux de l'agent Bentancourt qui sont placés dans le club à Bellinzone, je sais pas si c'est forcément tout totalement selon leur volonté. Donc, lui, il est probablement un peu moins accroché à cet AC Bellinzone. Donc voilà, s'il faut citer un nom dans un des secteurs que j'ai cités, ben, je dirais lui. Très bien. Alors, Colin. Bon, moi, c'est être un peu la même chose que ce qu'a dit, que ce qu'on dit, pardon, Mickaël avant, défenseur central, effectivement, un défenseur central gaucher, d'expérience serait quand même ce qu'il faut pour assurer une bonne défense si Gunnarsson, reste pas. Arrière gauche, j'avais repéré le même arrière gauche que lui, alors je dois avouer que j'ai pas regardé beaucoup de matchs tous les matchs de Challenge League, mais il y a dans les recherches que j'ai faites, joueur en fin de contrat, il y avait justement Oilé, qui m'avait aussi tapé dans l'œil. Moi, faut savoir que moi, j'ai pas énormément non plus de souvenirs de joueurs qui m'ont marqué, donc j'ai souvent été regarder, quelles ont été leurs notes ou qu'est-ce qu'ils ont donné pour les matchs. Donc voilà, un Oilers serait vraiment une bonne recrue, mais à voir où en est son contrat, parce que visiblement, il a un contrat assez spécial, avec une option, je veux dire. Et puis ensuite, bah, effectivement, un milieu de terrain avec de l'expérience. Honnêtement, bah, ça, faudrait faire comme Xamax a fait, les saisons passées, c'est trouver un gars, qui est peut-être, dans une équipe qui va descendre en Challenge League, de Super League, un gars un peu avec déjà un peu d'âge, mais qui pourrait assurer le milieu de terrain et qui n'a pas connu beaucoup de blessures, sur ces dernières saisons. Hem Mais ça, il faudrait vraiment aller voir du côté des équipes qui vont descendre. On sait pas encore les 2 équipes qui on sait pas encore si quelles 2 équipes vont descendre ou s'il y en a qu'une seule. Bref, si Getse ou Yverdon, va descendre. En tout cas, on a regardé ça hier, avec Alex qui est pas là ce soir, mais, on a été un peu regarder quels joueurs, pouvaient fitter dans cette équipe. Donc, un milieu central d'expérience,
Pourquoi pas un milieu central justement pour un peu le tournus? Bah, ça faudrait plus aller regarder en Challenge League et puis, bah, je pense un ailier si on peut, un ailier, un ailier en plus, afin d'ajouter de la concurrence au poste d'attaquant, donc voilà. Après, j'ai des noms, mais je trouve pas que ce soit très pertinent. On avait, alors, défenseur central, il y a quand même il y en a un de Bienne qui est en fin de contrat, si jamais, un jeune qui a 22 ans. Je pense que ça va parler à certains. Damien Kelvin, ok, j'ai vu qu'il était en fin de contrat. Et moi, je trouvais que c'était pas déconnant d'aller recruter un gars, mais c'est pas non plus le défenseur qu'on recherche. Donc, je sais pas si ça sera vraiment pertinent dans ce qu'on veut. Euh, et ensuite, bah, il y a des noms, mais divers dons de Getse, mais je trouve que c'est pas non plus ce qu'on cherche. Donc voilà. Voilà ce que je dirais pour le Mercato Talk. Mirko. Très bien. Osvaldo? Je vais aller un peu plus dans la lignée de mes collègues concernant les profils. Après les noms, j'ai un peu de peine à me projeter, mais effectivement, je pense au vu de notre saison, c'est certain qu'un renforcement, euh, un renforcement en charnière centrale s'impose. Au niveau des postes de latéraux également, parce qu'il me semble qu'on a démarré cette saison sans doublure, sans des doublures complètes à ce poste, et quand on sait les responsabilités, quand on connaît les responsabilités des latéraux modernes, comme elles ont pu évoluer, donc, je trouve assez fou de démarrer une saison sans avoir des doublures à de tels postes. Et puis que Fatkic reste ou pas, qu'il s'en aille ou pas, je pense qu'un renforcement est assez urgent dans le secteur du milieu de terrain, tant au niveau de la présence physique pour intercepter des ballons qu'à la création. Parce que de ce point de vue-là, on a quand même connu, déjà au niveau du travail défensif au milieu, on a recruté certains joueurs l'été passé qui devaient justement nous aider avec leur puissance physique à justement limiter l'impact adverse, ce qui aurait certainement soulagé notre arrière-garde. Et je peux pas cacher que j'ai été déçu. Donc je parle évidemment de Bamba. Moi, c'était deux joueurs, que ce soit Erolaou ou Bamba, que je me disais, bon, bah, avec une expérience récente en Super League, ils vont pouvoir nous aider cette saison. Et puis aucun des deux m'a véritablement convaincu. Donc si en plus de ça, un joueur comme Fatkic devait s'en aller, notre milieu de terrain serait quand même bien dégarni. Donc voilà. Après, c'est pour ce qui est des postes offensifs, ce serait plus des petits compléments des petits compléments à apporter, mais ça me semble quand même moins urgent que la défense, charnière centrale pour les titulaires et latéraux pour des doublures et le milieu de terrain. Ok. Très bien. Je sais pas si tu voulais quand même citer des noms ou pas spécialement. Pas spécialement, non. Pas spécialement. Pas de souci. Très bien. Alors, moi, j'ai réfléchi aussi comme Michael, un petit peu ligne par ligne, voir voilà, et où il fallait, à mon avis, voilà, recruter des titulaires ou compenser avec des remplaçants. Et concernant la défense, bah, sans surprise, hein, comme vous, pour moi, le destin de Gunnarsson va conditionner ou pas l'arrivée d'un défenseur central profil patron. Comme tu as dit, Varam, j'aime bien ce terme profil patron. Enfin, je le partage totalement. Et puis, comme disait Michael aussi, quelqu'un qui est capable de jouer des deux côtés de la défense, qui est surtout à l'aise côté gauche, mais qui peut aussi jouer sur la droite, parce que j'ai l'impression que si Dibé arrive à trouver une place dans cette défense-là, eh bien, lui, il peut occuper le poste de défenseur central gauche. Donc, voilà, j'irai pas forcément à dire qu'il faudrait un gaucher, mais en tout cas un défenseur qui peut être très à l'aise à gauche et qui peut aussi jouer à droite. Évidemment que si Gunnarsson décide de poursuivre l'aventure avec nous, eh bien ce profil, c'est lui, quoi, hein, évidemment. Donc ça, c'est ce qui concerne la défense centrale. Sur les côtés, alors à gauche, pour moi, aucun doute, il faut un latéral gauche titulaire. Latéral gauche, c'est un sujet qui revient depuis très très longtemps. On ne l'a pas compensé avec le départ de Nsakala dans des circonstances, il est vrai, pas simples, mais disons qu'on n'a pas saisi l'urgence de recruter absolument un défenseur central
gauche. Alors à ce moment-là, quand Nsakala est parti, on demandait même pas forcément un joueur confirmé. Voilà, on demandait juste un autre latéral gauche parce qu'on sentait que Jonathan Fontana, ça allait être compliqué pour lui d'assumer le poste de titulaire tout le long de la saison. Comme tu disais, Michael, il a besoin d'avoir de la concurrence pour pouvoir se bonifier. Donc là, aucun doute, il faut un latéral gauche titulaire. Et pour moi, c'est pas Michael Facchinetti que je prendrais dans ce rôle-là. Euh, voilà, je trouve que, enfin voilà, il a fait son âge quand même sur les derniers matchs. Il a fait un ou deux premiers bons matchs, mais sur les derniers matchs, quand il a évolué, il faisait son âge et dans un poste exigeant comme latéral sur le côté où voilà, il faut souvent trois, quatre poumons, hein, monter, descendre, et surtout dans le style de jeu que veut amener Anthony Breza, on n'a pas l'impression qu'on est encore complètement là. Eh bien, ça serait compliqué sur toute une saison pour Michael Facchinetti. Et j'avais aussi pensé à Michael Eulé qui, lui, a ce profil-là. Alors, ça sera peut-être pas simple de le faire venir lui. Peut-être qu'il n'intéresse pas du tout le club non plus. Mais en tout cas, un profil relativement jeune avec un joueur qui arrive à faire son couloir 10 fois par mi-temps me semble une priorité absolue. Du côté du poste de latéral droit, alors là, je vais un petit peu innover par rapport à vous, messieurs, puis vous pourrez réagir à la fin si vous le souhaitez. Moi, j'irais vraiment recruter un titulaire aussi. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression, et ça, peut-être c'est une donnée que vous n'avez pas, mais Anthony Breza apprécie Euclides Cabral, c'est sûr et certain, mais il apprécie surtout ses, ses qualités offensives. Et puis, j'ai l'impression, et Anthony Breza me l'a glissé peut-être comme ça indirectement, qu'il aimerait plus souvent utiliser Euclides Cabral comme milieu de couloir. Et on l'a vu qu'il l'a fait hein, à plusieurs reprises cette saison, quand il y a Michael Gonçalves avant sa blessure. On a évolué des fois avec Gonçalves comme latéral et Cabral comme milieu droite, surtout quand d'autres joueurs étaient aussi absents et il s'en est très bien sorti. Donc j'aurais envie qu'on parte avec un défenseur latéral droit titulaire comme numéro un, évidemment titulaire c'est numéro un, hein, une recrue comme numéro un et Cabral comme option en tant que numéro 2 comme latéral droite, mais en début de saison, il soit aligné comme milieu droite si le titulaire est disponible. Et là, enfin, j'ai vraiment l'impression que ça serait quelque chose de positif. Après, Cabral, si c'est ce joueur qui viendrait doit être à disposition comme latéral droite, ben on sait qu'il fera l'affaire pour moi. Donc, j'ai pas trop de soucis avec ça. Et dans ce profil-là, j'ai l'impression qu'un joueur comme Jedmir Krasniqi pourrait convenir. Et Jedmir Krasniqi, on était déjà sur lui l'année passée, ça s'est pas fait. Il a signé à Belinzone seulement pour une saison. Donc voilà, c'est un joueur vaudois, Krasniqi, donc pas très loin de Neuchâtel. Il pourrait être intéressé à revenir plus proche après une saison à Belinzone, après des saisons à Chafouz. Donc voilà, de nouveau, je dis pas que ce sera lui qu'on va recruter, mais j'aimerais qu'on aille chercher vraiment un latéral droit titulaire en puissance, quitte à mettre aussi une concurrence, hein, si après l'entraîneur estime que non Cabral, ce sera lui qui est devant, mais d'avoir une vraie concurrence aussi à ce poste-là. Donc voilà pour ce qui est de la défense. Le gardien, on en a déjà parlé, hein, moi je serais content s'il aussi prolonge. Puis sinon, s'il prolonge pas, eh ben, il faudra qu'on aille chercher un autre gardien qui accepte ce rôle de numéro 2. Edin Omeragic doit continuer à être notre titulaire, il n'y a absolument aucune discussion là-dessus. Au niveau du milieu de terrain, donc là, je pense que les deux profils évoqués par Varane, à savoir un box-to-box et un milieu de terrain type récupérateur, gratteur, à mon avis, c'est indispensable. Le sort de Kenan Fatkic n'est pas encore complètement scellé au niveau de Neuchâtel Xamax, mais c'est vrai que de le mettre en tribune à 2 matchs de la fin, alors qu'il y a un ou deux matchs, Anthony Breza disait que les joueurs en fin de contrat allaient avoir du temps de jeu pour voir si on allait leur donner un nouveau contrat ou pas, ça donne un signal. Soit on ne compte plus sur lui,
soit on compte sur lui, mais les négociations sont âpres, parce que, bah, évidemment, dans les négociations, il y a toujours aussi la voix du joueur. Donc peut-être que Kenan Fatkic a aussi dit je resterai seulement sous certaines conditions, ou alors non, je resterai pas, je vais tester le marché. Donc, dans tous les cas, je pense qu'il faut qu'on rebondisse par rapport à ça, et qu'il faut qu'on recrute 2 milieux de terrain axiaux, parce que voilà, Fabio Saiz, lui, a ce profil de box to box, mais il a besoin aussi de cette concurrence. Il a besoin d'avoir du temps de jeu, mais il a besoin d'avoir de la concurrence. Et puis, ce type de récupérateur gratteur qu'est Giovanni Bamba, alors je serais peut-être un tout petit peu moins sévère que toi, Osvaldo. Je dirais pas qu'il m'a forcément déçu sur toute la saison, mais voilà, il a eu de la peine à être vraiment régulier sur tous les matchs. Pour moi, il a fait un ou deux matchs où il a été énorme de la première à la dernière minute, mais sinon, il a eu par moments quelques trous, soit par des placements un peu bizarres, ou alors par des pertes de balles à 20, 30, 40 mètres de notre but qui nous ont rapidement mis en danger derrière. Donc, ce type récupérateur, gratteur, un peu à la Pietro Di Nardo à l'époque, eh bien, ou à la Philippe Perret pour les plus anciens, eh bien, on a besoin de ce profil-là. À mon avis, c'est deux postes qui font les succès des bonnes et des grandes équipes. Donc voilà, c'est indispensable. Et ça, j'ai envie de dire, quel que soit le sort de Kenan Fatkic, ce serait comme vous le premier à être heureux si on apprenait que voilà, il prolonge. Et puis ensuite, dans le secteur plus offensif, sur les côtés, voire carrément dans l'axe, j'ai envie de dire que le profil que j'ai envie de recruter, il dépend du sort de un joueur, il dépend du sort de Jesse Autier. Jesse Autier, on sait, il est prêté par Yverdon Sport. Il va retourner dans son club. On a une option d'achat, mais il y a encore beaucoup trop d'inconnus, à savoir, est-ce que Jesse Autier a été apprécié par le club? Est-ce que le montant de sa clause, eh ben, est-ce qu'on veut tout simplement le payer? Je ne pense pas que Yverdon a mis une clause très très haute connaissant nos moyens financiers, mais ensuite il y a la question de est-ce qu'on voudra la payer ou pas, cette clause. Et puis après, il y a aussi le destin sportif de Yverdon Sport. Donc, on le sait, le destin de Jesse Autier à Neuchâtel s'est débloqué 2 saisons de suite en fin de mercato, voire même dans la période hors mercato où on pouvait encore transférer des jeunes joueurs suisses, comme c'est son cas. Donc là, je m'attends à ce que la situation pour Autier évolue vraiment assez tard, et en fonction du destin, comme je disais, d'Yverdon et de la volonté d'Yverdon Sport. S'ils sont en Super League, je les vois pas parier sur Jesse Autier. S'ils sont en Challenge League, quel va être leur projet? Remonter tout de suite? Quels moyens les Américains vont mettre? Et là, il y a encore beaucoup d'inconnus. On va pas parler d'Yverdon Sport plus longtemps, mais ça va dépendre quand même de ça. Donc, si Jesse Autier reste, à mon avis, il nous faudrait un joueur offensif polyvalent, c'est-à-dire un joueur qui est capable, enfin qui joue plutôt comme attaquant, soit seul, soit aux côtés d'un autre attaquant, mais qui a aussi finalement les mêmes caractéristiques qu'Autier, c'est-à-dire qu'il est capable, en cas de besoin, de pouvoir jouer comme ailier sur un côté, c'est-à-dire que si Autier part, il faut l'équivalent en retour. Si Jesse Autier reste, moi, cette fois, je recruterai un ailier. Les ailiers, la situation, elle est assez simple, hein. On a sous contrat Touati, Moulay, Lentini, Fourer, Onyekashi. Alors, en ce qui concerne Guillaume Fourer et Onyekashi, ben, ils étaient aussi en tribune lors du dernier match. Donc, même s'ils sont sous contrat, on sait que d'avoir des joueurs sous contrat, voilà, ça bloque pas forcément notre équipe, hein, on a réussi, par exemple, l'été passé, à rompre le contrat à l'amiable avec Simone Rapp alors qu'on le pensait intransférable. Donc, je pense que le club travaille déjà avec ses joueurs, soit pour trouver une solution à l'amiable, ou alors leur dire, écoute, va chercher le marché, si tu trouves quelque chose, nous, on te libère, il n'y a pas de souci. Donc, tout ça pour dire qu'on ne comptera pas, à mon avis, sur ces 2 jours-là la saison prochaine, ce qui fait qu'on a 3 ailiers. Alors, on a beaucoup parlé d'avoir empilé les ailiers cette année, il ne faudra pas faire la même erreur, mais si Jesse Autier reste, je le verrais bien compter plutôt dans les attaquants de pointe, faire un trio entre des Maasai, Koné et Autier. À mon avis, c'est tout à fait viable pour la Challenge League, qu'on décide de jouer avec un ou deux attaquants suivant le scénario de match.
Donc voilà. Puis ensuite, il y a aussi Salim Benseghir hein, qui peut jouer sur le côté, mais là, je le mettrais plus dans un profil de milieu offensif. Et dans ce secteur-là, on a El Medinzai et Altin Azemi qui sont déjà dans le contingent. J'espère qu'on va continuer à leur donner du temps de jeu. Ils jouent les deux à ce poste-là. Zaha, il peut aussi jouer comme milieu défensif, mais là, je bougerai pas. Je resterai avec un trio Benseghir, Zaha Azemi quand on veut jouer vraiment avec un numéro 10. Et puis voilà, Benseghir, comme je le disais, il peut aussi être utile sur un côté. Il a fait des bons matchs dernièrement sur son côté droite. Donc voilà, je ne sais pas si vous vouliez réagir à mes propos ou aux propos d'un de nos collègues. Oui, des noms. Voilà. Alors j'ai évoqué Eulé, Krasniki. Je partage ton analyse concernant Ilan Soter, et Michael. C'est à mon avis un joueur qu'on aurait peut-être déjà dû essayer de séduire un petit peu plus tôt. Surtout que il a le même agent que Simone Rapp, donc on est habitué à travailler avec l'agent d'Ilan Soter. Il y a aussi deux profils en fin de contrat qui peuvent être intéressants pour moi. C'est Lucas Post du Slow. Alors, il a fait une Ouais. deuxième partie de saison intéressante, tout comme le Slow, hein. Alors, il était plus souvent aligné comme numéro 6 devant la défense, ce qui est pas mal aussi d'avoir un joueur polyvalent, hein. On évoque la polyvalence au milieu de terrain, mais d'avoir un défenseur central qui peut aussi jouer comme tour devant la défense, c'est tout à fait appréciable. Et puis, on a aussi Roy Gelmi. Roy Gelmi, il évolue à Chafouz. Son club vient d'être relégué. Donc, très certainement qu'il va rechercher de l'embauche du côté du côté de la Challenge League. Donc, on pourrait avoir des arguments aussi pour attirer ce joueur qui a de l'expérience de Challenge League, qui a de l'expérience aussi en Super League, se faire avec Toon. Donc, voilà, ça pourrait être un bon élément, une bonne recrue. Et puis, des noms dans les secteurs offensifs, ben, je pense que un Elias Pache, qui fait une saison canon, on le verra après quand on parlera du match contre le Stade Lyonnais. Lui, il est en fin de contrat. Il va très certainement avoir des discussions avec le Stade Lyonnais, mais il va aussi très certainement avoir d'autres offres sur la table pour faire son choix pour la saison prochaine. Et si on n'essaye pas, je dis pas qu'on va réussir, mais si on n'essaye pas de recruter un joueur comme ça, ben, je comprends pas. Parce qu'à mon avis, Elias Pache, il est peut-être pas prêt pour jouer en Super League. Il fait une bonne saison sur un club qui s'est battu jusqu'à l'avant-dernier match contre la relégation. Donc là, il doit essayer de jouer dans une équipe qui joue plutôt le haut du tableau de Challenge League. Et nous, on veut être une équipe qui joue le haut du tableau, si on reprend les propos de notre président. Donc, on doit pouvoir avoir un joueur comme Elias Pache. Et puis, je pense peut-être aussi à un Karim Rossi, qui lui, comme Roy Gelmi, va être relégué avec Chafouz. Il avait de toute façon un contrat seulement pour les 6 derniers mois de la saison. Il avait pour mission de participer à cette mission sauvetage justement du club. Ben voilà, la mission n'a pas été réussie et pareil, je pense qu'il va essayer de retrouver de l'embauche à minima en Challenge League. Je ne vois pas vouloir, où il en est dans sa carrière, aller sombrer dans la Promotion League. Il a encore le niveau, à mon avis, pour évoluer en Super League, en Challenge League, pardon. Donc voilà, si GCOT ne reste pas, ça pourrait être un profil intéressant aux côtés de Demassai et puis de Koné. Koro Koné est encore sous contrat chez nous. Je ne sais pas, hein, à n'importe quel moment, il peut aussi décider de prendre sa retraite sportive et puis tout simplement voilà, de rompre son contrat avec le club. Donc voilà, on restera aussi attentif à Koro Koné. Disons que je ne serais pas surpris s'il décidait voilà, de stopper sa belle carrière à l'issue de cette saison. Est-ce qu'il aura encore le coffre et l'envie de repartir pour une saison à 36 ans? Ça, il n'y a que lui qui a pour l'instant la réponse. Donc voilà, je ne sais pas si l'un ou l'autre voulait réagir de manière générale à toute la discussion. Bon, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, donc c'est vrai que là, je retiens peut-être que ce qui a été dit sur la fin, mais sur Koro Koné, bah, le fait qu'il soit sous contrat, je trouve que c'est une bonne chose parce que c'est pas, à mon avis, l'attaquant sur lequel on va compter en tant que rôle prépondérant, mais je trouve que ses entrées,
Et là, justement, ça met peut-être encore plus ça peut-être valide encore plus que ce que je pense, ce que son début de match contre Carouge, qui était un peu compliqué. Peut-être que c'est pas forcément le joueur sur qui on pourra vraiment compter de par son âge, la fraîcheur qu'il peut avoir, etc. Peut-être c'est pas celui sur qui on va pouvoir compter en tant que réelle solution de début de match, mais j'ai tendance à trouver qu'il fait des vraies bonnes entrées lorsqu'il rentre en cours de jeu. Donc c'est le genre d'attaquant qui nous sera utile. C'est déjà une bonne doublure en soi. Maintenant, je suis assez d'accord aussi avec les éléments qui ont été apportés. Moi, j'ai pas parlé des ailiers, mais c'est sûr qu'il y a forcément des choses à consolider là-dedans. Elias Page, c'est forcément un super attaquant qui, s'il venait ici, ce serait probablement pour lui donner un rôle très important. C'est peut-être pas compatible avec le fait on estime peut-être, enfin qu'on songe encore en plus à l'idée de mettre Cabral plus sur plus haut sur le couloir, pardon. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est forcément ce genre de joueurs-là qui doivent nous intéresser si si on part avec une certaine ambition l'année prochaine. Je ne sais pas si ce sera le cas, mais voilà, ça c'est vrai pour un petit peu confirmer ce que tu dis. Enfin, je suis bien d'accord. Intéressant, c'est vrai que j'avais pas particulièrement pensé à Cabral. C'est vrai que on l'a vu plusieurs fois dans ce poste-là. Je sais pas, c'est vrai que c'est une possibilité. Moi, je considère quand même que c'est une très bonne option à son poste entre guillemets naturel de latéral droit, mais c'est vrai utiliser ses qualités d'une manière différente pourrait être intéressante. Et dans ce cas-là, effectivement, c'est un pur profil réellement numéro un qu'il faudrait recruter en latéral. Donc c'est tout ça pour dire que dans toutes ces discussions, il y a différentes visions qui font qu'on n'a pas on va pas forcément mettre. Enfin, encore une fois, il va falloir une vraie vision globale et un vrai projet pour l'année prochaine si on veut savoir où est-ce qu'on place le plus de ressources, où est-ce qu'on place un peu moins de ressources et on va peut-être plus prendre un joueur libre de complément, tout ça. Et c'est une, une vraie préparation et une vraie projection qu'il faut que le club et que les dirigeants fassent. Parce que la preuve avec cette discussion, on n'a pas tous mis les priorités au même endroit et ça implique des ressources qui ne sont pas toutes concentrées aussi aux mêmes endroits, quoi. Effectivement, d'autres réactions, messieurs? Non. Non. Très bien, bon, qui ne dit rien consent, on va passer à la dernière rubrique de ce soir. La dernière rubrique de ce soir, c'est le briefing de notre prochain match. Je l'ai dit en introduction, ce match nous emmènera du côté du centre sportif de Colovray-Agnon pour y affronter le Stade Lyonnais, un Stade Lyonnais tout fraîchement sauvé en Challenge League. Ils ont longtemps été la lanterne rouge de ce championnat avant de finalement passer le FC Chafouz, de prendre une petite avance et de confirmer cette avance lors de cette journée, de cette 34e journée, où ils sont allés battre leur rival 3-2 score final. Donc, ils ont sauvé leur place en Challenge League. Ils sont donc désormais 9e au classement avec 35, enfin, ils sont 9e au classement avec 35 points. 9e équipe à domicile aussi avec 19 points récoltés. Ils ont marqué 42 buts, ce qui en fait la 8e attaque du championnat. Et ils en ont pris 65, c'est la 9e défense à égalité avec Chafouz. Donc, ils sont derniers à égalité avec Chafouz. La trend, on l'a dit, est très bonne hein, pour eux. 3 victoires, 2 défaites quand même, mais 3 victoires sur les derniers matchs. C'est le sprint final qui les a sauvés. Et puis, au niveau des performances, on l'a évoqué avant, Elias Page qui gagnera largement le titre de l'homme de la saison chez eux. 14 buts, 2 passes décisives. Il est impliqué sur 38% des buts de son équipe. C'est énorme, mais il n'améliorera pas sa statistique, vous allez le voir. Thiago Escorça, 2 buts et 8 passes décisives. Momodou Jaité, 5 buts et Seydou Traoré, 3 buts et une passe décisive. Loin derrière les chiffres de Page, son meilleur scoreur. Au niveau de Xamax, Demassay a amélioré ses scores de buts. Il est aussi à 12 buts, enfin, il est à 12 buts et 9 passes décisives. Et on a toujours Moulay Touati, Fatic, Cabral et Onyekachi derrière lui.
Au niveau donc du Stade Lyonnais, seront absents Corée, Despierre, Diomandé et Richard sur blessure, et 2 joueurs seront suspendus. Alors, le premier, c'est l'ancien Xamaxien Adam Ouattara, qui a reçu un carton rouge contre Chafouz, et puis Elias Pache, qui a une malédiction contre Xamax, définitivement, puisque ce sera la 4e opposition, évidemment, entre les 2 clubs. Lors de la première opposition, il était sur le banc. Le deuxième match, il a purgé un match de suspension après 4 cartons jaunes. Il était blessé lors du 3e match à la Maladière. Et puis, il a récolté son 8e carton jaune du côté de Chafouz et il sera suspendu. Donc, voilà, si on fait des mauvais matchs contre Nyon, si on perd contre Nyon, on ne pourra pas dire que ça aurait été la faute d'Elias Pache. Du coup, de notre côté à nous, aucun joueur suspendu malgré l'avalanche de joueurs à 3 ou 7 cartons jaunes. Et puis, on peut raisonnablement dire que voilà, Kenan Fatkic, Samir Ramidi, Guillaume Furer, Pascal Onyekashi ne seront pas présents et Niklas Gunnarsson a priori non plus. Je pense que même si il est estimé incertain par la Swiss Football League et par le club, on ne le reverra plus jusqu'à la fin de saison. Je pense qu'avec une cheville un petit peu fragile et puis un futur contrat à négocier avec n'importe quelle équipe, il va pas prendre de risques et on va pas lui faire prendre de risques non plus. On n'a absolument rien à jouer d'un point de vue classement sur ce match. Donc, je pense qu'on va plus le revoir d'ici la fin de la saison. Alors, on n'a absolument rien à jouer, messieurs. J'ai quand même envie de dire 2 choses. On a une fierté et un honneur à défendre par rapport au dernier match. Et puis surtout, on a une 7e place à défendre parce qu'on est sous la menace directe de Bellinzone qui est à égalité de points avec nous et on serait sous la menace aussi du Stade Lyonnais en cas de victoire de leur part. J'ai envie de dire, messieurs, si on termine ce championnat à la 9e place, ça fera vraiment, 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 vraiment tâche sur le bilan de cette saison. Je ne sais pas ce que vous en pensez. La 7e place est déjà pas forcément glorieuse, mais alors effectivement, on parlait de mentalité, de fierté, etc. On a utilisé ces termes-là. Effectivement, même s'ils n'ont plus rien à jouer et que c'est peut-être difficile de se mettre, d'être extrêmement motivé et d'apporter du supplément d'âme dans ce genre de match, ça je veux bien le croire. Les joueurs, à un moment donné, même si peut-être ils pensent, même sans penser club, sans penser aux supporters ou je ne sais quoi, les joueurs doivent forcément quand même au fond d'eux avoir un certain orgueil et pas vouloir être 9e, quoi. Donc c'est vrai que aussi piteux soit-il, ça reste l'objectif de ces 2 derniers matchs pour moi. J'ai pas grand-chose d'autre à dire. Oui, Oui, alors on peut évoquer la fierté, mais le truc, c'est que ça fait déjà quelques matchs qu'on peut l'évoquer et on a vraiment l'impression que non seulement elle n'est pas là, mais en plus qu'elle balance dans un degré négatif à un moment donné. Ce qu'on a vu vendredi, et pas seulement vendredi, ce qu'on a vu également à Bellinzone à partir du but du 2-1, notamment en prenant ce troisième but juste quelques secondes plus tard, même si on peut considérer qu'il y avait une faute sur le deuxième but des Chinois, mais la réaction d'orgueil n'était pas là, elle n'était pas vraiment là contre Carouge, et mine de rien, je veux dire, si nous, on ne profite pas du fait qu'on est déjà sauvé pour jouer libéré, qu'est-ce qui va nous dire, enfin, qui peut garantir que ça ne va pas être le cas de nos adversaires? Les joueurs de Nyon ont certainement copieusement fêté ce maintien ce week-end au vu de la situation dans laquelle ils se trouvaient au mois de janvier avant l'arrivée de leur entraîneur. Euh, c'est pas interdit, hein, ils nous ont déjà battus en novembre. Ils voient certainement nos résultats, ils suivent le championnat comme toutes les équipes. Ils doivent certainement se dire qu'on est une bonne occasion de rendre encore plus belle la fin de saison. Et c'est à nous, finalement, de montrer de l'orgueil. Mais est-ce qu'on en est capable encore cette saison? Je me pose véritablement la question. ouais. Colin, tu t'attends à quoi comme match? Bah, pas grand-chose. Honnêtement, je pense que, comme l'ont dit les autres, Nyon va peut-être essayer de jouer plus que nous. Je sais pas trop quoi dire. Honnêtement, Xamax, ces derniers matchs, ils ont pas été très satisfaisants. Et puis, bah, Nyon, et là, ils sont fraîchement sauvés. Mais je pense pas qu'ils vont relâcher la chose non plus. Donc,
puis ils savent qu'ils peuvent finir devant nous. Donc à mon avis, Nyon va essayer de plus jouer la chose que nous, mais on sait jamais. Honnêtement, je sais pas trop à quoi m'attendre de ce match, donc je suis encore assez ouvert. Ok, bah, Ram, une petite réaction par rapport à ce match. Bah écoute, je crois qu'on attend tous la fin, hein. Au bout de Je le crois chemin au bout du que tunnel. Non, mais c'est un bon résumé. C'est un très bon résumé. ouais, non, mais voilà, je crois qu'il faut arrêter l'acharnement thérapeutique. Je crois qu'il faut débrancher les machines. Non, mais ouais, c'est long, c'est long, c'est long, c'est long. Et puis d'autant plus que Nyon c'est sauvé, c'était leur grand objectif. Ils vont jouer, je pense, en charentaise et puis en pantoufles. Donc voilà quoi. Moi je pense, ouais, si on veut hyper un match et présenter un match et valoriser un match, je pense que c'est pas celui-là parce que ouais, Nyon sauvé, donc je pense qu'ils auront déjà plus ou moins la tête, plus ou moins en vacances. Nous on est en vacances depuis un moment, donc ouais, je dois dire que ouais, je sais pas trop quoi m'attendre de ce match quoi. Alors la hype n'est pas très grande, hein. Du coup, vous pouvez l'entendre, on espère, chers auditeurs, que vous avez un peu plus de motivation pour poursuivre ce match. Mais voilà, parfois, on ne sait jamais, ce genre de match peut amener un match plaisant et spectaculaire. J'ai l'impression qu'on dit ça depuis 3 semaines, un mois, et que, et que à chaque fois, on est que On y croit de déçu moins en derrière moins, parce mais que c'est tout sauf spectaculaire finalement. Donc voilà, il y aura plus d'enjeux certainement du côté de la Fontenette avec Étoile Carouge qui reçoit Haro pour essayer encore d'accrocher la place de barragiste. Voilà, messieurs, on est gentiment à la fin de cet épisode. C'est le retour des épisodes un peu longs, hein. Là, on avait fait un peu plus court ces derniers temps, mais là, on avait pas mal de choses à vous dire. Donc, on passe sur la fin de l'épisode. Deux choses à vous dire en guise de conclusion. La première, c'est que malgré le peu de hype qui entoure ce match à Nyon, on a mis en place un dispositif un petit peu particulier enfin pas particulier, on va réitérer ce qui s'était passé pendant le Xamax Nyon du troisième tour. Osvaldo, tu veux nous en dire un petit peu plus? Oui, alors ce qu'on a pensé faire, c'est réitérer l'expérience du live d'après-match, du débrief en live à chaud d'après-match. Donc nous serons en direct du stade de Colovray à la fin de ce match entre Nyon et Xamax pour un premier débrief à chaud. Exact. Et puis on espère cette fois pouvoir aussi, pourquoi pas avoir des intervenants du Stade Lyonnais à notre micro en direct, puisqu'il y en a certains, vous le savez déjà, qui ont porté les couleurs de Xamax. Donc voilà, on espère pouvoir les accueillir eux aussi éventuellement à la fin du match pour débriefer et puis débriefer ce match. Et puis la deuxième chose que j'ai à vous dire, alors c'est surtout une date à noter dans votre agenda, c'est le 31 mai, donc c'est le samedi dans 3 semaines. C'est aussi, comme vous le savez déjà, si vous êtes un grand amateur de football, le soir de la finale de la Ligue des Champions. Donc, nous enregistrerons en fait notre épisode de bilan de saison. Alors, l'année dernière, nous avions fait le choix d'enregistrer dans l'enceinte du Stade de la Maladière avec un représentant du club. Et puis, cette fois-ci, on a décidé de varier un petit peu, mais pas trop. On sera aussi dans l'enceinte du Stade de la Maladière, mais on sera dans les murs du lobby bar pour enregistrer cet épisode. Et puis, en plus de toute l'équipe de Xamcast, on a convié deux personnes qui ont eu l'amabilité d'accepter notre invitation, et à savoir Daryl Janret, qui est commentateur sur la radio RTN. Vous avez eu l'occasion certainement de l'entendre. Il a commenté, enfin, j'ai commenté à ses côtés quelques matchs. Et puis, le deuxième invité, ben, on l'a accueilli il n'y a pas longtemps à l'antenne de Xamcast. On est très heureux de collaborer à nouveau avec lui. C'est Raoul Savoie qui fera le plaisir
qui nous fera le plaisir et qui vous fera aussi, j'espère, le plaisir de venir débriefer avec nous cette fin de saison. Raoul Savoie, vous le savez déjà, hein, c'est un grand amoureux de Neuchâtel Xamax, c'est un grand suiveur du club. Donc, si on l'a invité, c'est qu'on savait qu'il avait suivi avec assiduité la saison. Tout comme moi, il est régulièrement consultant à RTN, donc il a suivi de près le club et puis il viendra nous livrer ses analyses toujours croustillantes et justes. Donc voilà, ça sera le samedi 31 mai. L'heure exacte reste encore à déterminer, mais ce sera à partir de la fin de journée. Si je vous donne tous ces détails, c'est parce que eh bien, cette émission sera enregistrée devant du public. Vous aurez la possibilité de venir nous écouter, mais aussi interagir avec nous et pourquoi pas ensuite partager un repas avec l'équipe de Xamcast, Daryl Jeanneret et Raoul Savoie. Donc voilà, l'annonce officielle viendra sur les réseaux sociaux dans le courant de la semaine prochaine. Elle sera peut-être déjà sortie au moment où vous écoutez cet épisode. Donc voilà, on se réjouit déjà d'enregistrer cet épisode entouré de ces deux personnes. Et ben voilà, comme d'habitude, on termine avec les remerciements d'usage. Merci à vous tous, chers auditeurs, pour votre écoute. Et merci à vous, chers animateurs. On était beaucoup ce soir, mais je crois que ça s'est pas trop mal passé hein, au niveau du temps de parole. Et puis même si Michael et Non, moi c'était avons un pas peu mal. monopolisé, mais tout le monde a eu un petit peu, a quand même eu un petit peu la parole. C'était de nouveau un exercice. J'avais l'habitude au début d'avoir régulièrement 3, 4 personnes en plus de moi. Ces temps, c'était un peu moins. Mais j'avoue que ça rajoute un petit peu de piment et de complémentarité aussi. Donc, c'était aussi agréable d'avoir des avis un petit peu plus variés. Même si dans les grandes lignes, on est quand même très souvent d'accord, messieurs. Donc voilà, merci à tous pour votre écoute et puis à la semaine prochaine. Bye bye. Ciao. Ciao, Ciao, ciao. au revoir. Bye bye.